Bon, ben donc c'est parti pour cette deuxième édition de Ce qu'aucun journaliste ne devrait ignorer sur la science. Donc c'est venu d'une idée qu'on a eue, d'une discussion qu'on a eue avec Pascal Guéné il y a 2 ans, où on s'est dit que quand même ça manquait, et ça serait utile de faire ça. Alors peut-être juste pour dire d'où je parle, moi je suis chercheur au CNRS, je suis chercheur en sciences cognitives, donc je m'occupe de psychologie, neurosciences et en particulier le développement de l'enfant. Voilà, mais c'est pas de ça qu'il va s'agir aujourd'hui. Alors, pour qui et pourquoi en fait, je sais bien que vous n'êtes pas censé, a priori, devenir journaliste scientifique. Et c'est précisément pour ça que je viens vous parler de science. C'est parce que, malgré vous, et peut-être sans même le savoir, vous allez devoir couvrir des sujets scientifiques. Et du coup, si vous les couvrez sans connaître les spécificités de ce type d'information, eh bien du coup, ça peut provoquer des catastrophes. Donc, a priori, ce que je vous dis aujourd'hui, bon, les journalistes qui sont formés au journalisme scientifique, ils le savent déjà, ils le manient correctement, mais c'est tous les autres que ça intéresse. Parce que finalement, vous allez être amené à couvrir des tas de sujets qui ne sont pas forcément officiellement étiquetés comme scientifiques, mais qui ont quand même un fond scientifique. Donc, par exemple, tout ce qui est bien-être et santé, tout ce qui est environnement, psychologie, éducation, sociale, sécurité. En gros, tous les sujets de la vie, finalement, il y a de la recherche dessus, il y a des données scientifiques dessus, et si on en parle, si on parle de ces sujets en ignorant finalement toute la connaissance scientifique qui existe dessus, ben, on risque de se planter magistralement. Voilà la motivation du sujet. Alors, donc, ce qu'on constate, et ce que moi je constate en tant que chercheur qui à la fois répond aux médias, mais qui aussi les lit, c'est que les médias ont tendance à quand même diffuser beaucoup de fausses nouvelles scientifiques. Peut-être plus de fausses nouvelles scientifiques que de fausses nouvelles dans les autres domaines. Alors pourquoi bah, il y a différents facteurs, mécanismes qu'on peut supposer. Donc, par exemple, le fait que les journalistes, ils aiment bien raconter des bonnes histoires, et les bonnes histoires, c'est pas forcément la même chose que les histoires vraies. On aime toujours, sur tous les sujets, faire témoigner des gens. On interviewe des gens qui sont directement, personnellement concernés. Et donc ça conduit à des témoignages, des anecdotes, des ressentis, mais ce n'est pas la même chose qu'un état des lieux objectif d'une situation. Et puis quand on cherche des experts, bah, finalement on aime bien les bons clients, c'est-à-dire ceux qui répondent à leur téléphone et qui sont prêts à répondre à toutes les questions, compétents ou pas. Alors que les vrais chercheurs les plus compétents, bah, eux, ils ont de la recherche à faire avancer dans leur labo, donc ils ne sont pas forcément aussi disponibles pour vous. Et puis, ce que j'ai aussi souvent observé, c'est la difficulté pour beaucoup de journalistes d'identifier finalement qui est un expert compétent sur un sujet donné. Donc ça, on va regarder exactement comment on fait. Et puis aussi une certaine tendance à mettre toutes les opinions à égalité, finalement. On observe qu'il y a tout un spectre d'opinions sur un sujet scientifique ou pas. Et on se dit, bon, bah, pour faire bonne mesure, je vais interviewer toutes les parties. Et ça, évidemment, ça marche bien dans le domaine politique, par exemple, c'est logique de procéder comme ça, mais dans le domaine scientifique, ça peut poser des problèmes. Encore un dernier facteur, c'est que souvent, l'actualité scientifique dont on parle dans les médias, elle est guidée beaucoup par les livres que les éditeurs envoient aux médias et dont ils ont envie que les médias fassent la promotion. Et finalement, les émissions scientifiques, par exemple, se fient beaucoup à ça, plus qu'aux résultats qui sortent dans les revues scientifiques internationales. C'est ah tiens, il y a un livre qui est sorti sur la dyslexie, mais pourquoi j'inviterais pas son auteur pour venir nous parler de la dyslexie? Et du coup, la compétence de l'auteur qui a écrit ce livre, elle n'est jamais posée, elle est juste présupposée. Et puis un autre problème que j'ai trouvé, c'est que bon, bah, des fois on publie des erreurs, ça arrive à tout le monde, ça arrive aux chercheurs, ça arrive aux journalistes. Et ce que j'ai trouvé, c'est qu'il y a rarement de correction des erreurs et que finalement, même des années et des années après avoir publié une fausse nouvelle scientifique, eh ben, on continue à les trouver sur la page web sans aucun bandeau de correction, sans aucun signalement de quelque sorte que ce soit. Et donc on continue à induire en erreur le public alors même que tous les éléments de correction existent. Donc ça aussi, je trouve ça un problème. J'en profite pour dire que je ne suis pas là pour mettre en accusation le journalisme ou les journalistes que vous allez être. Hein. Bon, voilà, aucun métier n'est parfait. Le journalisme a son mode de fonctionnement, etc.,
qui n'est pas forcément bien adapté à l'information scientifique, et c'est pour ça qu'on pense qu'il est intéressant de mieux les former à ça. Alors bon, quelques exemples de sujets qui ont été traités dans les médias particulièrement mal, à mon avis, parce que je connais un petit peu les sujets. Bon, l'histoire de l'impact des écrans sur le développement de l'enfant, ça c'est un sujet que j'ai beaucoup suivi. Le mythe des enfants ou des jeunes à haut potentiel intellectuel qui seraient très malheureux, malades, en échec, etc. Les questions d'électrosensibilité, c'est-à-dire les gens qui se sentent mal quand ils sont dans un champ Wi-Fi ou électromagnétique. Tout le sujet du bien-être et des médecines alternatives est souvent très très mal couvert. Le sujet de la psychologie, de la psychanalyse, etc. Il y a une question là-bas. Je vais y revenir pour certains d'entre eux. Mais mon but aujourd'hui n'est pas de vous dire ce qu'il faut penser d'un point de vue scientifique sur ces sujets, parce que là, ça m'entraînerait très très loin. Je pourrais vous dire des choses scientifiques sur le sujet, aller au fond du sujet, mais en fait, j'ai d'autres messages à vous faire passer. Donc, si ces sujets vous intéressent, bon, je vous donnerai quelques pistes pour suivre. Ouais. Juste sur l'impact séquentiel au développement de l'enfant, comme vous dites, le traitement a été mal fait autour de ça, justement. Je vais vous montrer des exemples. Ok, ben voilà, un exemple. Donc ça, c'est juste des gros titres que j'ai piochés à droite à gauche. Donc, évidemment, les médias aiment beaucoup les titres sensationnels, ça vous le découvrez pas aujourd'hui, et ils ont un biais pour tout ce qui est anxiogène. Hein. On ne parle pas des trains qui arrivent à l'heure, on ne parle pas des choses qui se passent bien, on parle des catastrophes avant tout, et on parle des risques. Et évidemment, ça crée un biais qui est extrêmement anxiogène pour le lectorat. Donc, voilà, à chaque fois qu'il y a une étude qui sort, on va mettre en avant surtout les risques, les dangers. Donc voilà un peu le genre de couverture médiatique qu'on a eu sur le sujet. Un autre exemple, c'est sur l'histoire des gens à haut potentiel intellectuel qui seraient plus exposés aux maladies mentales. Un jeune à haut potentiel sur 2 est en échec scolaire. Il y en a un autre qui dit 2 sur 3. Enfin, il y a un peu de tout. 70% des surdoués sont en échec scolaire. C'est quand même assez paradoxal de mettre un message comme ça sur un média. Évidemment, tous ces titres sont faux, en fait. Hein. Scientifiquement, c'est complètement faux, mais ça n'a pas empêché des médias de l'afficher sur leur page. Donc, voilà, c'est pour dire que ce n'est pas un petit phénomène. Il y a vraiment des sujets qui ont été traités par les médias en dépit du bon sens, c'est-à-dire qu'ils sont tous rués, tête baissée, à propager les messages faux. Donc, il y a vraiment un truc à décortiquer derrière qui est important. Donc, j'ai beaucoup de diapos ce soir, mais je vais essayer d'arriver au bout. On va démarrer un tout petit peu à la base, parce que je sais que vous avez a priori pas une formation scientifique, et que peut-être les idées que vous avez sur ce que c'est la science ne sont pas forcément raccords. Donc on va démarrer à la base et essayer d'expliquer, mais d'abord, qu'est-ce que c'est la science? Parce que finalement, dans la scolarité, en gros, on sait qu'il y a des matières scientifiques, des matières pas scientifiques, et donc on se dit, finalement, la science, ça doit être une liste de disciplines voilà, dans lesquelles on utilise les maths. Donc, en gros, il va y avoir les maths, et puis la physique, la biologie, etc. C'est ça l'idée que souvent on se fait des sciences dans la scolarité. Mais en fait, c'est pas ça. La science, c'est une approche, c'est une démarche, c'est une manière de poser des questions et de chercher des réponses. Et puis, ça désigne aussi l'ensemble de la communauté des chercheurs qui utilisent cette approche. Et enfin, ça désigne aussi l'ensemble des connaissances qui sont produites de cette manière. Donc, ouais, c'est un mot qui a au moins 3 sens différents. Mais effectivement, le sens qui va m'intéresser aujourd'hui ici, c'est le premier. C'est quelle est cette démarche qui permet de formuler des questions et d'obtenir des réponses qui sont un petit peu plus fiables que juste en cherchant. Et ainsi de suite, on a un processus qui peut être récurrent comme ça, où au fur et à mesure qu'on produit des résultats, on se rend compte que les hypothèses ne prédisaient pas exactement les bons résultats, on va les modifier de proche en proche jusqu'à produire des hypothèses qui prédisent de mieux en mieux ce qu'on observe dans le monde. On va appeler ça un modèle, ou parfois une théorie, si c'est quelque chose de grand et de très élaboré. Mais donc voilà, c'est ce processus itératif, la science, qui essaye de formuler des hypothèses, de générer des observations, et puis d'avoir des hypothèses, des modèles, des théories qui collent le mieux possible aux données qui sont observables. Voilà, alors,
Donc, il y a un certain nombre d'ingrédients qui sont nécessaires pour que, quand on utilise cette démarche, on ne parte pas n'importe où. Donc, je vous les liste ici, mais on va les passer en revue les unes après les autres. Donc, la science nécessite des hypothèses qui soient réfutables. Je vais expliquer ce que ça veut dire. Ça nécessite des données. Hein, on a besoin d'observer le monde. Évidemment, les anecdotes, les cas isolés, ça ne prouve rien. Le fait que des données soient compatibles avec une hypothèse, ce n'est pas suffisant. Les données doivent avoir un certain niveau d'objectivité, c'est-à-dire pas dépendre exclusivement d'un seul observateur. Le problème des corrélations, qui ne sont pas la même chose que le lien de causalité, on a besoin de transparence, de vérifiabilité et de réplicabilité. Je vais essayer d'expliquer tout ça rapidement. Donc la réfutabilité, qu'est-ce que ça veut dire? Donc c'est notamment le philosophe Bertrand Russell qui avait proposé ça en faisant un argument par l'absurde. Il a dit: moi, mon hypothèse, c'est qu'il existe une théière invisible en orbite entre la Terre et Mars. Bon, ben ça, quand on voit cette hypothèse, il n'y a pas tellement de raison de croire qu'elle est vraie. Hein. Ça serait vraiment extraordinaire si c'était vrai. Mais allez prouver qu'elle est fausse. Parce que déjà, c'est pas facile d'aller voir en orbite entre la Terre et Mars. Mais si en plus elle est invisible et qu'on ne peut pas la détecter avec des instruments de mesure, alors comment est-ce qu'on pourrait prouver qu'elle est fausse? Bon, ben voilà. Donc là, c'est le genre d'argument qui est, moi j'ai ma théorie, mais vous ne pouvez pas prouver qu'elle est fausse. Donc ça, c'est une hypothèse qui n'est pas réfutable, qui est irréfutable. Et c'est pas bien. C'est pas bien parce qu'en gros, on peut dire n'importe quoi. Hein, donc par exemple, je pourrais dire aussi, toutes les maladies, elles sont causées par des gremlins maléfiques et invisibles qui vous transmettent les maladies comme ça. Et vous pouvez inventer votre propre théorie des maladies. Elle sera aussi irréfutable que la mienne. Et le problème, c'est que des théories comme ça, il en existe plein. Parce qu'il y a des gens qui vous disent, oui, les maladies que vous avez, c'est parce que vous avez les chakras qui sont mal alignés, c'est parce que vous réceptionnez des énergies négatives, ou c'est des mauvaises ondes, ou c'est un complexe d'Oedipe qui est mal résolu, ou c'est des traumatismes qui ont été vécus par vos ancêtres et qui ont été transmis de manière transgénérationnelle, etc., etc. Et quand vous interrogez les gens qui vous émettent ce genre d'hypothèse, d'accord, mais comment est-ce qu'on pourrait vérifier si c'est vrai ou pas? Alors là, il n'y a plus personne. Okay, tout est de l'ordre du ressenti, de l'anecdote, etc. Donc, des hypothèses irréfutables, il y en a beaucoup en fait, et il entraîne, et il y a des gens qui les exploitent. Il faut savoir les reconnaître, parce que évidemment, une hypothèse comme ça, on ne va pas pouvoir la tester de manière scientifique, parce qu'elle ne génère pas de prédiction observable, donc on ne va pas pouvoir faire d'observation qui pourrait permettre de la tester, on ne va pas pouvoir faire d'expérience pour savoir si elle est vraie ou fausse. Donc autrement dit, ce genre d'hypothèse, c'est de la métaphysique en quelque sorte, on ne peut rien en faire. Donc il faut savoir les reconnaître. Bon, une anecdote, un cas isolé ne prouve rien, vous le savez bien, mais comme on a tendance à toujours interroger des gens qui vont raconter leur expérience personnelle, on est quand même très très guidé vers la mise en avant de l'anecdote et du cas isolé. Donc le cas typique, c'est dans toutes les questions de santé, on interroge des gens qui disent « Ah oui, moi j'ai essayé le pendule magnétique machin et ça a guéri ma maladie. » Donc c'est l'argument « ça a marché pour moi ». Et évidemment, quand des gens ont l'intime conviction que ce qu'ils ont fait, ça a marché pour eux, c'est difficile de les contredire et de leur dire « ben non, ça n'a pas marché pour vous, ils sont guéris ». Mais malgré tout, si on voulait vraiment savoir si ce type de traitement a un réel effet sur l'état de santé de la personne, il faudrait aller un petit peu plus loin. Il faudrait se demander, bon, mais combien de personnes ont essayé ce traitement et pour combien de personnes est-ce que ça a marché? Et puis, pour combien de personnes ça n'a pas marché? Et d'ailleurs, il y a combien de personnes qui en sont mortes et qui ne sont plus là pour en parler? Vous voyez? Donc là, tout de suite, on est en train de se dire, bon, mais abordons la question de manière quantitative. Il faut faire des statistiques si on veut dire qu'un traitement marche sur un aspect de la santé. Le fait que quelqu'un a dit, moi j'ai pris ce traitement et puis le lendemain j'étais guéri, ça n'a évidemment aucune valeur de preuve. Il faudrait faire des statistiques sur une population plus représentative. Donc de manière générale, voilà, gardez en mémoire que des témoignages de patients ou de clients de quelque chose, aussi satisfaits soient-ils, ça ne prouve jamais rien. Il va falloir aller chercher plus loin. Et ça marche aussi pour les effets négatifs sur la santé. Donc par exemple, il y a plein de gens qui sont soupçonneux des vaccins et qui ont des tas d'anecdotes à vous raconter. Un tel, il s'est fait vacciner et la semaine suivante, il était mort. Ou il avait telle grave maladie. Et ça, des cas de ce genre, on en voit relatés dans les journaux très régulièrement. Et ça alimente la défiance vaccinale. Mais là, à nouveau, les bonnes questions à se poser, c'est d'accord, mais bon, finalement, il y a combien de personnes qui meurent chaque semaine parmi
ces personnes, il y en a quel pourcentage qui avaient été vaccinés 1 à 4 semaines avant, et puis il y en a quel pourcentage qui avait été vacciné à longue distance d'un vaccin. Et du coup, on fait les totaux, et est-ce que le fait d'avoir été vacciné augmente le risque de mourir de telle ou telle cause la semaine suivante? C'est ça la question qu'il faut se poser. Et le fait d'observer des anecdotes, des coïncidences entre tel événement qui s'est produit comme une vaccination et tel autre effet tel que la mort ou une maladie, ben, ça n'est a priori qu'une coïncidence tant qu'on n'a pas des statistiques qui montrent qu'il y a un lien relativement systématique entre les deux événements. Et le problème, c'est que notre cerveau, il a une manière de raisonner qui aime bien ce genre de choses et qui a tendance à attribuer des liens de causalité à ce genre de coïncidence. Hein, c'est formulé dans cette formule latine, post hoc ergo propter hoc, qui veut dire après cela, donc à cause de cela. Autrement dit, quand deux événements se succèdent, on a l'intuition que le premier événement est la cause du second. Okay, ça, c'est une intuition, c'est une espèce de biais cognitif qu'on a tous dans notre cerveau. Donc, on a l'impression tout le temps de détecter des liens de causalité entre des événements qui se succèdent, mais voilà, ce n'est qu'une intuition, il faut en avoir conscience. Et évidemment, il peut n'y avoir aucun lien de causalité, parce que les coïncidences, ça arrive, évidemment, et ça arrive tous les jours à des millions de gens. Alors, un autre aspect, c'est de se dire, j'ai une super hypothèse, et regardez ces données que je vous apporte, elles sont compatibles avec mon hypothèse. Alors, est-ce que c'est suffisant? Donc, par exemple, mon hypothèse, c'est que les personnes à haut potentiel intellectuel, ils sont plus malheureux, ou plus malades que les autres, ou plus en échec que les autres. Et les données, en général, on interviewe un psychologue ou un psychiatre, et donc les données, c'est le psychologue ou le psychiatre, il dit, dans mon cabinet de psychiatrie, les HPI que je vois, ils sont clairement plus malheureux, ils sont en dépression, ils ont des troubles anxieux, etc. Okay, donc là, on a envie de le croire, du coup, ce psychiatre, puisque lui, dans son cabinet, les HPI qu'il voit, ils ont clairement des troubles psychologiques. Mais encore faudrait-il prendre en compte une hypothèse alternative qui pourrait expliquer les faits aussi bien. Et cette hypothèse alternative, c'est un biais de sélection. Parce que finalement, le psychiatre dans son cabinet, il ne voit que des gens qui consultent des psychiatres. D'accord? Donc peut-être qu'il y a plein de gens à haut potentiel intellectuel qui vont très bien et qui du coup ne consultent pas de psychiatre. Et ce psychiatre, il n'en a pas la moindre idée de ces gens, et il n'est pas capable de dire combien il y en a et quel pourcentage par rapport à ceux qu'il consulte pour des troubles psychologiques. Donc là, on est dans un cas où oui, les données que lui, il observe et qui montre, elles ont l'air d'être compatibles avec l'hypothèse qu'il avance, mais en fait, c'est parce qu'il a une perception de la réalité qui est hyper restreinte à un échantillon biaisé. Ou encore une autre hypothèse possible, l'hypothèse que l'exposition aux écrans soit une des causes de l'autisme. Ça a fait beaucoup de bruit il y a quelques années, depuis 2018 à peu près. Ce discours est véhiculé par des médecins qui disent, notamment une médecin qui disait « Ah, dans ma PMI, je vois beaucoup d'enfants autistes qui jouent beaucoup trop aux jeux vidéo. Et c'est donc la preuve que les jeux vidéo sont une cause de l'autisme. » C'est possible, donc les données et les observations qu'elle a, elles sont compatibles avec son hypothèse, mais ce n'est pas la seule hypothèse qui est compatible avec ces données. Par exemple, une hypothèse alternative, ça serait que les enfants autistes, ils jouent beaucoup aux jeux vidéo parce qu'ils sont autistes et parce que ça les intéresse plus que les autres, et parce que interagir avec les autres, les camarades ou les parents, ça les intéresse moins. Okay, donc en fait, le lien de causalité qui est suggéré par cette médecin, peut-être il est faux, peut-être que le lien de causalité est dans le sens opposé, ou peut-être qu'il y a un autre facteur qui augmente à la fois la prévalence de l'autisme et l'appétence ou l'exposition aux jeux vidéo. Donc, tout ça pour dire que c'est pas tout d'avoir une hypothèse et d'avoir des données qui ont l'air compatibles avec cette hypothèse, mais encore faut-il montrer que des hypothèses alternatives qui seraient expliquées par les mêmes données ne sont pas encore meilleures. Donc c'est là que ça devient un petit peu compliqué de démêler finalement les différentes hypothèses possibles. Alors un autre aspect, c'est l'objectivité. Donc l'objectivité, c'est le fait que les observations qu'on fait soient relativement indépendantes de l'observateur. Hein, parce qu'on sait qu'on a tous une subjectivité, on a tous une manière de percevoir les choses, mais cette manière peut être biaisée, on peut ne pas voir certaines choses, on peut halluciner des choses,
Et donc le fait que les observations soient faites par une seule personne, mais ne soient jamais vues par les autres, c'est évidemment problématique. Donc par exemple, les gens qui disent bon ben voilà, moi j'utilise tel traitement avec mes patients et ils vont tous beaucoup mieux. Bon ben on aimerait bien que quelqu'un d'indépendant ait pu le vérifier déjà avant de croire sur parole les affirmations de cette personne. Ou les enseignants qui disent voilà, moi j'utilise la méthode Intel pour enseigner la lecture par exemple, mes élèves ils apprennent très bien. Bon, peut-être, mais est-ce qu'on pourrait voir les tests de lecture de vos élèves et les comparer avec d'autres par exemple? Et donc finalement, on voit qu'à travers tous ces biais possibles, bon, il y a plusieurs problèmes qui se soulèvent, mais donc il y en a un, c'est que les impressions subjectives sont trompeuses. Hein. Les observations, elles sont influencées par les croyances de l'observateur. Donc on croit qu'on a ce sentiment qu'on est capable de percevoir le monde d'une manière neutre et objective, mais en fait c'est une illusion. On perçoit le monde au travers de nos croyances, au travers de nos attentes. Et donc, si on veut percevoir le monde d'une manière un peu plus objective, eh ben, il va falloir mettre en œuvre des dispositifs d'observation qui sont un petit peu plus indépendants de nous. Et évidemment, si j'essaye de traiter quelqu'un ou d'essayer une méthode d'enseignement, à chaque fois que je vois un cas qui a l'air de réussir, eh bien, ça me semble confirmer mon hypothèse. Mais si je vois un patient qui ne guérit pas ou un élève qui n'apprend pas, je me dis « Ah oui, bon, mais c'est parce que ce patient, il avait tel autre truc, et puis cet élève, bah, c'est parce qu'il est dyslexique, qu'il n'apprend pas à lire, ça n'a rien à voir avec ma méthode. » Donc on trouve toujours des excuses pour les contre-exemples, finalement. On prend tous les exemples à l'appui de son hypothèse et on rejette tous les contre-exemples comme étant non représentatifs, entre guillemets. Et donc ça, c'est un nom, c'est un vrai biais cognitif qui a été bien documenté dans la recherche en psychologie, ça s'appelle le biais de confirmation. C'est-à-dire qu'on va toujours prendre tous les éléments qui permettent de confirmer ce qu'on croyait au départ, et on va rejeter, ignorer, on ne va même pas voir les données qui contredisent nos hypothèses de départ. Et en plus de ça, on a une mémoire sélective, c'est-à-dire que quand bien même on avait vu les données qui contredisaient nos hypothèses, à la fin on va finir par les oublier de manière sélective. Donc finalement, on a un certain nombre de biais cognitifs qui conspirent pour faire que je sois médecin, psychologue ou enseignant et que j'essaye d'évaluer l'efficacité de ce que je suis en train de faire, bah finalement, j'ai toutes les chances de me leurrer moi-même. Et cette tendance, elle est le mieux illustrée par ce cas fameux, cette pratique médicale qui est la saignée. Okay, donc vous savez ce que c'est que la saignée, hein, c'est une pratique médicale qui a eu cours depuis plus de 2000 ans et qui a été inventée dans plusieurs cultures, mais donc en Europe, on a hérité ça de la Grèce antique. Et donc ça consiste à ouvrir une veine du patient et laisser s'écouler une certaine quantité de sang pour évacuer les mauvaises humeurs ou placer là votre théorie pseudo-médicale préférée et espérer qu'ainsi le patient guérisse. Bon, aujourd'hui, au XXIe siècle, je pense qu'il n'y a pas de doute dans vos esprits sur le fait que perdre du sang, c'est pas très bon pour la santé en fait, sauf dans une indication médicale très particulière. Et donc ça devait être vrai aussi il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans, les médecins, ils saignaient leurs patients, et les patients, en moyenne, leur santé se dégradait du fait de la saignée, parce qu'ils perdaient du sang, évidemment. Et donc, on se dit, bon, mais comment ça se fait que les médecins de l'époque, ils ne pouvaient pas voir que la santé des patients se dégradait quand on les saignait? C'est bizarre, quand même. Donc, visiblement, les médecins, ils ont pratiqué la saignée. Au cours d'une carrière, un médecin a pu pratiquer la saignée des centaines de fois. Hein. Donc, là, ce n'est pas de l'anecdote. Les observations ont été répétées. Ils ont pratiqué la saignée, ils ont vu l'effet sur leurs patients, ils sont restés convaincus que c'était un bon traitement et que ça améliorait la santé de leurs patients. Et ils en ont été tellement convaincus qu'ils l'ont transmis à la génération suivante de médecins. Et ainsi de suite pendant 2000 ans. Parce qu'on s'est débarrassé de la saignée qu'au début du 19e siècle. Donc comment c'est possible que des observations aient été faites de manière aussi répétée et que personne n'ait été capable de voir ce qui aurait dû crever les yeux, à savoir que ça dégradait la santé des patients. Donc là, il y a vraiment un mystère hein, qu'il faut résoudre, et c'est un mystère assez inquiétant, parce qu'on se dit, ben, finalement, bon, évidemment, ils n'avaient pas la formation médicale d'aujourd'hui, ces gens-là, mais ils n'étaient pas tous bêtes, ils n'étaient pas tous aveugles, ils auraient dû voir. Et s'ils n'ont pas pu voir, c'est qu'il y a vraiment un problème avec nous, en fait. Donc, ce que nous enseigne la saignée, finalement, c'est qu'un clinicien... Ouais. On y arrive à l'effet placebo.
Donc, un clinicien qui observe l'effet de ses pratiques sur ses propres patients et qui se dit « Oh, je vois bien que ça marche », bon, ben, en fait, il court un grand risque de se leurrer. Et la plupart se sont leurrés dans toute l'histoire de la médecine. Et c'est vrai aussi pour un enseignant qui voit bien que ses pratiques pédagogiques marchent ou pour un psychologue qui voit bien que sa psychothérapie marche. Hein, ça marche, c'est vrai pour toutes les pratiques, finalement. Donc, la première conclusion, c'est de se dire, bon, il ne suffit pas de regarder comme ça le patient et de se dire, ah oui, je vois bien que ça marche. On a besoin d'une mesure un peu plus objective, déjà pour vérifier que le gars ne se fourre pas complètement le doigt dans l'œil. Par exemple, des évaluations objectives de l'état de santé, d'un certain nombre de paramètres physiologiques, ou des évaluations objectives des résultats scolaires, ça va être quand même un tout petit peu plus fiable que juste comme ça, regarder au doigt mouillé. Donc ça, c'est un premier point évident. D'avoir une collecte de données systématique, c'est-à-dire d'enregistrer tous les cas qu'on traite, d'enregistrer tous les élèves, les résultats de tous les élèves auxquels on enseigne, sans exclure des cas qui ne marchent pas sous des prétextes divers et variés. Donc voilà, il faut une certaine systématicité et honnêteté, évidemment. Parce que sinon, on a tout un tas de facteurs psychologiques qui vont nuire à notre évaluation. Donc on l'a dit, les croyances et les attentes qui influencent la perception, le biais de confirmation, la mémoire sélective, la tendance à attribuer des événements successifs à un lien de causalité, et plus fondamentalement, le fait que, vous voyez, on fait une pratique sur un patient ou un élève, et puis le patient ou l'élève évolue. Et en fait, tout le problème, évidemment, on a l'impression que c'est parce qu'on a agi et que ça a été la cause de l'évolution du patient ou de l'élève. Mais en fait, on n'en sait rien. On n'en sait rien. On n'a pas la preuve formelle que c'est nous qui avons causé le changement d'état du patient ou de l'élève. Parce que pour le savoir, qu'est-ce qu'il faudrait faire en fait? Pour le savoir, il faudrait, ok, j'essaye mon traitement sur le patient, ok, je vois l'évolution de son état de santé, il a l'air d'évoluer bien, je suis content, ok. Maintenant, ce qu'il faudrait faire pour savoir si c'est mon traitement qui a vraiment causé l'évolution de son état de santé, il faudrait que je prenne une machine à remonter le temps, et que je revienne au début du traitement, et là, je lui donne un autre traitement, où je ne fais rien. Et on voit ce qu'il devient. Et si son état de santé devient quelque chose de différent de ce qu'il est devenu avec mon super traitement, alors là, je peux me dire, oui, effectivement, mon super traitement, il a fait une différence. Le problème, c'est qu'on n'a pas de machine à remonter le temps. Donc, on ne va pas pouvoir comparer la situation avec mon traitement et la situation autre. Et ça, c'est une limite fondamentale du monde dans lequel on vit, parce que voilà, on ne peut pas remonter le temps. On ne peut pas savoir ce qui serait passé si on avait agi différemment. Et donc ça va rendre beaucoup plus compliqué la démarche d'essayer de déterminer les causes d'un événement. Et c'est pour ça qu'on va devoir utiliser des méthodologies un petit peu plus complexes. Et donc, vous voyez que ces facteurs-là, ça existe toujours chez tout le monde, et même chez les médecins les mieux formés, chez les enseignants les mieux formés. Et c'est pour ça qu'on met en place des méthodologies qui essayent de contourner tous ces biais cognitifs. Donc, si on veut savoir, je vais vous sauter cette diapo, mais pour vous dire que si on veut vraiment contourner tous ces biais cognitifs et ces possibilités de se leurrer, en fait, on est obligé de rajouter des ingrédients méthodologiques pour essayer de contrôler toutes ces possibilités. Donc, par exemple, si je vois que j'enseigne une certaine méthode à ma classe et les élèves, ils apprennent à lire, est-ce que c'est grâce à ma super méthode que les élèves ont appris à lire? Une hypothèse alternative, c'est qu'ils ont appris ou leur niveau a progressé parce qu'ils ont grandi au cours du temps et ils ont eu de la maturation cognitive ou ils ont appris des choses en dehors de la classe, etc. Donc, ce n'est pas forcément mon action. Et donc, le meilleur moyen de contrôler ça, c'est de comparer les progrès de mes élèves avec ceux d'un groupe contrôle, qui vont avoir une autre méthode d'enseignement. Et donc, cette notion de groupe contrôle, elle est fondamentale. Et elle a évidemment été utilisée elle est maintenant utilisée dans toutes les évaluations des traitements médicaux, mais aussi dans les évaluations des psychothérapies et dans les évaluations des méthodes éducatives. Donc, comment ça marche? Donc, on prend le cas de j'essaye de tester si ma méthode pédagogique a des effets positifs sur le niveau des élèves. Donc, mes élèves, ça va être le groupe A, et je vais leur donner la méthode A. Et donc, je veux savoir s'ils apprennent bien à lire. Alors, évidemment, il faut d'abord que je mesure objectivement
leur niveau, d'accord, par un test en lecture ou par un test scolaire. Et donc ça va me donner des scores, et donc après l'utilisation de ma méthode, je saurai quel niveau ils ont. Alors je peux être très content du niveau qu'ils ont là, mais en fait, c'est relatif à quoi, hein, ce score-là ne va prendre de sens que par comparaison au niveau qu'ils avaient avant la méthode d'enseignement, hein, ça coule de source. Donc ça veut dire qu'il faut mesurer le niveau scolaire des élèves avant de démarrer ma méthode, et après, pour voir s'il y a une progression. Maintenant, si mes élèves ils ont progressé au cours de la méthode, est-ce que je peux me dire, ouais, ben c'est bon, ma méthode elle marche? Ben oui, mais la question c'est, est-ce qu'ils auraient progressé autant si j'avais enseigné différemment? Et donc c'est pour ça qu'il faut un groupe contrôle. Donc un groupe B qui va avoir une autre méthode pédagogique différente, celle que j'utilisais d'habitude ou celle qu'un autre enseignant utilise, et pareil, dont on va mesurer le niveau avant la méthode et après la méthode, et pareil, on va pouvoir voir la progression de ce groupe B. Et après, du coup, ben, on va pouvoir mesurer la progression du groupe A, du groupe B, et les comparer de manière statistique. Et là, on va pouvoir dire, à la fin, si le groupe A il a plus progressé que le groupe B, significativement, en faisant des tests statistiques. Voilà. Et puis encore, il y a encore une hypothèse alternative qui pourrait expliquer une différence de progression entre les deux groupes, c'est si, en fait, les deux groupes, au départ, ils n'étaient pas identiques. Si, par exemple, les deux groupes, ils n'étaient pas issus de la même école et qu'il y avait une école qui vient d'un milieu favorisé et une école qui vient d'un milieu défavorisé, bon, ben, ils n'ont pas les mêmes résultats à la fin, mais ils n'avaient probablement pas les mêmes résultats au début, ou ils n'étaient pas issus du même milieu, donc on ne pouvait pas attendre la même progression. Donc, c'est hyper important que les enfants ou les patients qu'on va attribuer dans les deux groupes, A et B, soient identiques en tout point, en fait. Et le meilleur moyen qu'ils soient identiques en tout point, ben finalement, c'est d'une part d'avoir des grands effectifs, donc beaucoup d'enfants, beaucoup de patients dans le groupe A et dans le groupe B, et de les attribuer dans les deux groupes de manière aléatoire. Parce qu'évidemment, là j'ai parlé du niveau socio-économique de la famille, par exemple. Ça, on sait que c'est un facteur qui va jouer et on sait le mesurer. Donc on peut s'assurer que quand on les distribue dans les groupes, on va les apparier en niveau socio-économique de la famille. Mais il y a potentiellement plein d'autres facteurs qui jouent aussi et je ne suis pas capable de tous les mesurer. Donc le meilleur moyen pour qu'ils ne soient pas différents sur aucun facteur, y compris ceux que je ne sais pas mesurer, c'est de les répartir de manière aléatoire dans les deux groupes. Et donc là, vous voyez ce que je viens de vous expliquer, c'est la méthodologie de l'essai randomisé contrôlé. L'essai randomisé contrôlé, c'est la méthodologie qui est considérée comme le gold standard, donc vraiment la méthodologie à plus haut niveau de preuve pour l'évaluation de l'efficacité d'un traitement médical, mais aussi pour l'évaluation de l'efficacité d'une psychothérapie ou d'une méthode éducative. Parce que justement, tous ces ingrédients méthodologiques un petit peu complexes, eh bien, ils permettent de rejeter des hypothèses alternatives, par exemple le fait qu'ils aient appris tout seuls par évolution naturelle, ou le fait qu'ils étaient différents au début, etc. etc. Donc voilà, c'est une méthodologie compliquée qui n'amuse pas beaucoup ni les médecins, ni les psychologues, ni les enseignants, qui nécessite des chercheurs assez compétents pour être mise en œuvre, mais qui est la seule finalement à donner des résultats avec un bon niveau de preuve en faveur de l'efficacité d'un traitement. Mais donc vous voyez que dans la plupart des cas où on parle de quelque chose qui est efficace, que ce soit un traitement médical ou une méthode pédagogique, bien souvent il n'y a pas des données de cette qualité derrière et ça va être un problème. Alors, un autre sujet, mais bon, c'est lié aussi, c'est le fait que ce qu'on observe beaucoup dans notre monde, ce sont des corrélations. Donc le fait que quand il pleut, il y a des nuages. Ou que les enfants qui passent 6 heures par jour sur des écrans, ils ont un niveau intellectuel plus faible que les autres. Donc ça, c'est des corrélations. Et comme je vous l'ai dit, on a tendance à attribuer des liens de causalité entre les différentes variables de ces corrélations. Mais on peut avoir tort. Donc, quelqu'un qui vous dit quand j'applique mon nouveau traitement, les patients guérissent, lui aussi, il vous rapporte une corrélation entre la pratique qu'il fait et l'état de ses patients. Ou j'applique une nouvelle méthode et mes élèves progressent, pareil, c'est une corrélation entre la pratique de l'enseignant et le niveau des élèves. Ou pareil, voilà, pour les écrans. Donc, c'est important de les repérer, en fait, de se rendre compte que ce ne sont que des corrélations. Et que derrière ces corrélations, il n'y a pas forcément la preuve d'un lien de causalité. Et en fait,
déterminer la preuve d'un lien de causalité, c'est compliqué. Donc dans les deux premiers cas, c'est ce qu'on vient de voir. Si on veut prouver qu'il y a un lien de causalité entre le traitement ou la méthode et la santé ou le niveau scolaire, il va falloir faire des études expérimentales de type essai randomisé contrôlé. Dans le deuxième cas, on ne va pas faire des essais randomisés contrôlés dans lesquels on attribue aléatoirement des enfants à un groupe haute exposition aux écrans, parce que ça ne serait pas très éthique. Donc on est obligé de se fier à des données observationnelles. Mais malgré tout, il y a des méthodes possibles. Donc la première chose, c'est d'essayer d'imaginer quelles sont les hypothèses qui pourraient expliquer les observations. Donc l'observation, c'est la corrélation entre l'exposition aux écrans et les capacités cognitives des enfants. D'accord ? Et donc l'hypothèse de tous les gens qui en parlent, c'est le fait que l'exposition aux écrans a un effet causal sur les capacités cognitives de l'enfant. Voilà. Il y a des hypothèses alternatives. Comme je l'ai dit, ça pourrait être dans l'autre sens. Ça pourrait être que des enfants qui ont certaines capacités cognitives plus faibles vont être plus attirés spontanément par les écrans et ils vont y passer plus de temps. Ou ça pourrait être que certains enfants ont des comportements problématiques, ils sont hyperactifs, ils sont perturbateurs, ils ont un comportement violent, donc ils sont difficiles à gérer pour leurs parents, et la manière que vont trouver les parents de mieux les gérer, ça va être de les mettre devant des écrans. C'est aussi une autre possibilité. Mais là, à nouveau, le lien de causalité, il vient de l'enfant vers l'exposition, et pas le contraire. Et puis, ce qui pourrait arriver aussi, c'est qu'il y a d'autres facteurs qui influencent à la fois les capacités cognitives et l'exposition aux écrans. Donc ça peut être par exemple le niveau d'éducation des parents. On sait que les parents de faible niveau d'éducation vont avoir des enfants qui ont des capacités cognitives plus faibles, d'une part, et ça va être des familles aussi où il y aura plus souvent la télé allumée tout le temps. Ce sont des parents qui vont aussi plus souvent se servir d'une tablette ou d'un ordinateur comme babysitter. Et du coup, on va observer cette corrélation entre capacité cognitive et exposition aux écrans, mais quand bien même, il n'y a pas forcément de lien causal direct entre les deux. Le lien causal, il vient d'un facteur qui est en amont. Et donc ça aussi, c'est une hypothèse alternative qui est à prendre en compte avant d'affirmer qu'on a un lien causal des écrans vers les capacités cognitives. Et le problème, c'est que personne ne prend ces alternatives en compte. Tout le monde fonce tête baissée vers la première hypothèse. Alors, en fait, c'est possible d'essayer de démêler ces différentes hypothèses alternatives, et comme on ne va pas faire un essai randomisé contrôlé, il y a d'autres méthodes possibles. Je vous montre une étude, mais sans vous l'expliquer à fond, une étude qui a fait ça, qui a mesuré les capacités cognitives des enfants à 3 stades différents, et leur exposition aux écrans à 3 stades différents. Et donc, qui prend en compte les éventuels facteurs en amont, qui pourraient influencer à la fois la cognition et les écrans, et qui va se focaliser sur les corrélations qui vont de l'exposition aux écrans vers les capacités cognitives plus tard, et des capacités cognitives vers l'exposition aux écrans plus tard. Et donc là, en faisant des statistiques un petit peu savantes, on peut commencer à arriver à isoler potentiellement, sous certaines conditions, un effet causal, soit des écrans vers les capacités cognitives, soit des capacités cognitives vers les écrans. Ouais. Est-ce que par exemple, dans le champ scientifique, il faut qu'il y ait un certain nombre d'études qui soient d'accord, ou alors si une étude sort et contredit les autres, ça remet en question, enfin, comment ça se passe au niveau de la légitimité, on va dire, des études? Très bonne question, et c'est un point qu'on va aborder dans quelques diapos, qui est la question de combien d'études il faut pour y croire, à la réplication, etc. Mais oui, c'est tout à fait pertinent. Donc voilà, ceci pour vous dire que tant qu'on n'a pas vu cette étude-là, finalement, ça ne sert à rien de discuter en l'air sur est-ce que les écrans causent l'autisme ou causent une déficience intellectuelle, parce qu'on n'en sait rien, on n'a pas d'éléments. Et malheureusement, ce qu'on a vu dans les médias, c'est des centaines d'articles publiés et de documentaires qui ont été faits, qui ont parlé des effets négatifs des écrans sur le développement de l'enfant, en ignorant ce type d'études. Les seuls qui pouvaient donner une réponse. Ouais, c'est un peu malheureux. On va en reparler encore des écrans. Donc là, vous commencez à voir que, ouais, en fait, la science, c'est quand même assez compliqué. Et qu'on a une démarche pour trouver des réponses aux questions, mais cette démarche, elle n'est pas simple, parce qu'il y a plein d'hypothèses alternatives qui pourraient expliquer les mêmes observations, et pour démêler les unes des autres, il va falloir faire des études qui sont quand même assez complexes. Et donc, du coup, voilà, c'est un travail de professionnel, en fait, faire ce genre d'études, et les comprendre et les interpréter.
Donc, il est clair qu'on ne peut pas demander aux journalistes d'être eux-mêmes capables de trouver les bonnes études, de faire le tri entre celles qui prouvent les faits et celles qui ne le prouvent pas, etc. Évidemment. Et même les journalistes scientifiques, ils ne sont pas à même de faire ce travail. Donc, ça veut dire que sur tout sujet scientifique, où quelqu'un affirme un lien, une causalité de quelque chose sur quelque chose d'autre, eh bien, il va falloir consulter des experts. Hein, c'est ça votre meilleure méthode, finalement. Vous ne pouvez pas être compétent sur tous les sujets, donc vous allez devoir chercher des experts qui, eux, sont compétents sur ces sujets particuliers et qui vont pouvoir vous dire ce qu'on peut en penser. Hein, donc, du coup, ça suppose qu'il va falloir identifier quels sont les experts compétents sur le sujet particulier que vous allez devoir couvrir, que ce soit l'exposition des enfants aux écrans, les malheurs des HPI ou n'importe quel autre sujet, ou l'efficacité de l'homéopathie, par exemple. Donc, vous allez pouvoir interroger, et donc c'est là que le biais habituel des médias pour les livres est problématique. Parce que finalement, quand on regarde un petit peu les alertes que j'ai évoquées là, donc l'alerte sur les HPI qui sont toujours si malheureux, en gros, ça vient de deux auteurs françaises qui ont écrit des bouquins sur le sujet. Donc, c'est des psychologues. Elles reçoivent des gens dans leur cabinet, des gens qui vont mal, et parmi eux, il y a des HPI, et elles en ont tiré la conclusion que les HPI vont mal, et elles ont écrit des livres pour annoncer la bonne nouvelle à l'humanité. Mais sans faire du tout la démarche de passer par une démarche scientifique pour essayer de vérifier si leur hypothèse était correcte. Non, non. Directement, de mon intuition, je publie un livre et je l'annonce à tout le monde. Et les médias, eux, ils reçoivent les livres des éditeurs et ils en parlent. Et donc c'est comme ça qu'on amplifie des fausses nouvelles scientifiques. Donc on a ça avec les HPI, on a ça avec les écrans. Donc les écrans, au départ, c'est parti d'une vidéo sur YouTube du Dr Annelies Ducanda. Et puis il y a eu un certain nombre de bouquins aussi. Donc Michel Desmurger, qui a écrit 2 bouquins là-dessus, TV Lobotomie, La fabrique du crétin digital. Et là, c'est pareil, à partir de là, les livres se vendent, les médias en parlent, et c'est plus possible d'aller chercher un message avec un petit peu de contenu scientifique. Ouais. En fonction des... Oui, ça évolue, oui. Bien sûr, bien sûr. Non, non, la science évolue, donc ce qu'on sait aujourd'hui, c'est une petite partie de ce qu'il y a à savoir, et puis demain, on en saura un peu plus. Donc, il y a des corrélations qui ont suggéré que ça pouvait être vrai, oui. Après, toute la question, c'est de savoir est-ce que c'est représentatif et est-ce que ça reflète une vérité générale sur les personnes à haut potentiel. Bon, il se trouve que bon, il y a eu beaucoup d'études sur le sujet, il n'y a vraiment aucune raison d'y croire. Mais bon, sur d'autres sujets, évidemment, la connaissance pourrait évoluer et on pourrait être amené à changer d'avis. Hein, et des fois, il faut changer d'avis sur certains sujets scientifiques, bien sûr. Ouais. Donc que les personnes à OQI puissent avoir des troubles comme tout le monde, ça c'est certain. Ils ne sont pas immunisés, on est tout à fait d'accord. Donc ils vont en avoir probablement autant que les autres. Et la question c'est de savoir s'ils en ont plus. Après, sur ce que vous venez de dire juste avant, qui est que, bon, de toute façon, le QI, on ne sait pas trop ce que ça mesure et c'est un peu n'importe quoi. Bon, en fait, malheureusement, ça fait aussi partie des messages qui circulent dans les médias à tort, parce que
c'est quand même pas n'importe quoi. Évidemment, ça ne mesure pas tout ce qu'un cerveau humain est capable de faire. Par exemple, ça ne mesure pas la créativité. Mais et effectivement, ça se focalise plus particulièrement sur les capacités cognitives qui vont être utilisées dans la scolarité. C'est tout à fait vrai aussi. Mais malgré tout, c'est quand même une mesure qui capture un grand éventail de capacités cognitives qui sont pertinentes, pas que dans la scolarité, mais qui ont une utilité dans la vie de tous les jours aussi. Donc c'est quand même pas n'importe quoi non plus. Ouais. Il peut y avoir une part de vérité, ou ça peut être totalement faux, et dans les deux cas, on peut le savoir, en faisant les études qui vont bien, avec la bonne méthodologie. Donc, je ne vais pas forcément rentrer à nouveau dans le détail de ces sujets scientifiques, parce que là, il faudrait rentrer dans les études, etc. Là, ce n'est pas le sujet. Vous ne pouvez pas le savoir, ce qu'il vous faut, c'est consulter les bons experts. Et là, juste ce que je suis en train de vous dire, c'est que les bons experts, ce n'est pas forcément ceux qui ont un bouquin à la FNAC. D'accord? Ce n'est pas ça le critère. D'autres critères. Parce que quand on regarde ce qu'on trouve dans les rayons de la FNAC, c'est la foire à tout. Et malheureusement, vous voyez, dans le rayon médecine, quand même, rayon médecine, vous voyez ça, dans une librairie, vous avez envie de faire confiance à ce qu'il y a en dessous du panneau médecine. Et après, qu'est-ce qu'on voit là? Qu'est-ce que c'est? C'est Reiki. Donc Reiki, c'est une pseudoscience. Massage chinois, massage, magnétisme. Qu'est-ce que c'est ça? Guérison spirituelle. Non mais c'est quoi ça? C'est ça un rayon médecine? Vous voyez, tout ça, c'est que des pseudomédecines. On dirait qu'ils le font exprès d'avoir mis dans le rayon médecine que des bouquins sur des pseudomédecines. Vous voyez? Du coup, quoi? Ben, voilà, on est là pour ça. Oui, non, il y a des choses à faire, mais il y a des choses à faire dans les médias déjà, c'est pour ça que je vous en parle. Alors, avançons. Donc, une des choses à comprendre, c'est que le critère de publication d'un livre, hein, le choix qu'un éditeur fait de prendre un livre et de décider de l'imprimer, c'est un critère qui est juste, est-ce que ça va se vendre? Hein, parce que le boulot d'une maison d'édition, c'est de vendre du papier, comme d'ailleurs le boulot d'une société de presse. Donc la question que se pose un éditeur, c'est pas est-ce que le contenu du livre est vrai? Est-ce qu'il décrit le monde de manière fidèle? Non, non, pas du tout. Il se demande juste est-ce que ça va se vendre? Si ça peut se vendre, il va l'éditer. Et du coup, c'est comme ça qu'on se retrouve avec des tas de bouquins qui sont censés être de médecine, mais qui racontent n'importe quoi. Et comme je le disais, il y a une alliance entre les médias et les éditeurs, puisque les éditeurs envoient les bouquins aux médias et les médias en parlent, avec pas forcément les moyens de faire le tri. Donc il faut vraiment avoir conscience que le fait d'être auteur d'un livre, ça ne certifie strictement aucune compétence. Aucune. Tous les charlatans du monde ont écrit un livre pour le faire savoir. Tous les charlatans. Souvent, les plus charlatans d'entre eux ont écrit des dizaines de livres. Donc ça ne prouve strictement rien. Il faut arrêter de vénérer les auteurs de livres. Bon, auteurs de vidéos a fortiori, mais c'est même pire que les livres. Donc, si on ne peut pas reconnaître les experts aux livres qu'ils écrivent, à quoi est-ce qu'on va pouvoir se fier? Donc, qu'est-ce qu'on demande d'un expert? On veut qu'il connaisse bien les travaux scientifiques sur un sujet. Quand je dis les travaux scientifiques, je dis internationaux. Pourquoi? Parce que la science, c'est une entreprise mondiale. Ce n'est pas un truc qui se fait juste en France et on peut ignorer ce qui se passe en dehors de nos frontières. Non, la connaissance, elle est universelle et tous les scientifiques du monde collaborent sur ces sujets-là. Donc, si on sait quelque chose en science, ça doit se voir à l'international et pas juste en France. D'accord? Donc, et ce qu'on demande à cet expert, c'est de communiquer autant que possible le consensus scientifique sur le sujet sur lequel on l'interroge. S'il existe un consensus scientifique, évidemment, il y a aussi beaucoup de sujets qui ne sont pas encore suffisamment stabilisés, sur lesquels il n'y a pas de consensus. Mais s'il y en a un, c'est ça qu'on a envie d'entendre, plutôt que son opinion personnelle sur tel truc.
Et puis, s'il n'y a pas forcément un grand consensus scientifique, mais qu'il y a plusieurs possibilités, ben on a envie qu'il soit capable de dire quelles sont les différentes hypothèses et quels sont les différents niveaux de preuve associés à chaque hypothèse. Et puis qu'il soit capable de délimiter ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, ce qu'on croit savoir avec un certain niveau de certitude ou pas. Ça, on attend d'un expert. Les charlatans, en général, ne vous parlent jamais de ce qu'on ne sait pas. Eux, ils savent tout, hein, en général. Voilà. Et en général, les chercheurs, c'est les seuls de tous les gens que vous allez interroger qui vous diront des fois « je ne sais pas ». Parce que quand on ne sait pas et on ne veut même pas répondre. Donc quelqu'un qui ne vous dit pas « je ne sais pas » à une question, c'est un peu louche déjà. Donc finalement, qui est-ce qui est capable de répondre à toutes ces conditions? Ben, en général, ça va être un chercheur qui est lui-même actif sur ce sujet, qui produit lui-même de la connaissance sur ce sujet, parce que qu'est-ce qui fait qu'on est capable de produire de la connaissance nouvelle sur un sujet? Ben, il faut déjà avoir acquis l'ensemble de la connaissance connue. Et puis après, ben, on essaye d'aller un cran plus loin vers l'inconnu et d'acquérir de la connaissance nouvelle. Donc, si on est capable de produire des connaissances nouvelles sur ce sujet, a priori, on connaît déjà suffisamment bien le domaine et on sait où en est le consensus scientifique. Donc, votre but, c'est d'aller chercher des chercheurs qui sont actifs sur le sujet qui vous intéresse. Vous avez une question? Ah oui. Bah, il y a des gens qui, entre guillemets, prêchent la paroisse parce qu'ils disent énormément de choses sur plein de sujets, et surtout, il est connu pour ses traitements sur le cancer. Il a même soigné les proches, mais il a aussi dit, c'était en humanitaire, des grosses conneries sur votre maladie. Et donc, par exemple. Sur le cancer aussi. Bah, non, bah, voilà. Mais quand je confronte. Bah, voilà, c'est des propos controversés qu'il dit à des personnes qui ont été soignées. Bon, comme elles ont été soignées d'un cancer généralement très grave, bon, bah, je ne suis pas tout à fait d'accord. Et dans ce cas-là, comment on fait? Parce que pour l'avoir interrogé, ce docteur, c'est. Oui, oui. Mais, donc déjà, Henri Joyeux, bon, donc c'est un médecin connu pour ses positions anti-vaccination et avec plein d'autres positions fantaisistes sur pas mal de sujets. Bah, déjà, en fait, c'est pas, il répond pas en fait à ces conditions. Ce n'est pas un chercheur actif sur le sujet. Hein. C'est un médecin qui croit traiter ses patients, mais en gros, c'est tout ce qu'il peut dire. Il n'est même pas chercheur sur les sujets sur lesquels. Donc, on va arriver à comment identifier un chercheur actif sur un sujet, mais Henri Joyeux ne passerait pas le filtre. Donc, comment est-ce qu'on va reconnaître un chercheur qui est actif et qui produit des connaissances nouvelles sur ce sujet? Est-ce qu'il suffit qu'il dise qu'il est le meilleur? Est-ce qu'il suffit qu'il ait des titres universitaires ou un poste prestigieux? Ben non, probablement pas. Est-ce qu'il suffit qu'il ait écrit un livre sur le sujet? On a dit non. Et donc, en fait, à quoi ça va se reconnaître? Le critère principal, ça va être, est-ce qu'il écrit des publications scientifiques internationales sur le sujet? Parce que c'est là que ça se publie, la science. Donc, si Henri Joyeux était expert de la vaccination, il publierait des études scientifiques dans des revues internationales sur la vaccination. Et il serait reconnu comme tel par ses pairs. Donc si vous interrogez d'autres chercheurs experts en vaccination, ils devraient vous dire ce qu'ils pensent des thèses d'Henri Joyeux, parce qu'effectivement, il ne faut jamais se fier à un seul avis aussi, ça c'est important. Il n'y a pas de règles, mais vous pouvez donner des noms de revues qui sont a priori plutôt. Non, je ne peux pas, parce qu'il y en a des milliers, et même sur chaque sujet, il y en a des centaines, mais je vais vous donner quand même quelques. Donc, vous n'allez pas pouvoir vous faire un avis sur la qualité des revues, mais au moins vous pouvez vérifier qu'un chercheur il a des publications dans un sujet donné. Donc les bases de données sur lesquelles il faut aller, bon, la plus pratique c'est Google Scholar. Donc c'est une branche de Google qui répertorie toutes les publications scientifiques de tous les domaines. C'est pratique, il y a tout dedans. Et donc vous pouvez taper un mot-clé, alors il faut le taper en anglais puisque vous cherchez des publications en anglais, mais vous tapez le mot-clé qui vous intéresse et vous pouvez voir les publications qui sortent. Ce qui va vous intéresser plus souvent, parce que si vous cherchez un chercheur, ça va être difficile de l'identifier comme ça. Il y a d'autres moyens plus faciles, mais si vous avez déjà un nom d'un chercheur que vous allez potentiellement interviewer, vous pouvez taper son nom sur Google Scholar et ça va tout de suite vous sortir ses publications. Et là, vous allez vous faire une idée. On va montrer des exemples. Voilà, PubMed, c'est une base de données biomédicale, donc si vous êtes dans un domaine biomédical, c'est une base de données appropriée aussi.
Bon, les autres, c'est pas la peine. Donc, par exemple, faisons un petit travail. Donc, vous avez cette psychologue qui s'appelle Jeanne Siofachin et qui publie livre après livre pour dire que les HPI sont trop intelligents pour être heureux. Est-ce qu'elle, elle fait des recherches sur l'intelligence? Donc, si je tape son nom sur Google Scholar, vous voyez, les seuls trucs qui sortent, c'est ces livres en français. Il n'y a rien d'autre et vous pouvez aller chercher page après page de résultats. Bon, il n'y en a pas des dizaines non plus, mais en fait, il n'y aura pas une seule publication scientifique qu'elle aura co-signée. Donc ça vous dit qu'elle n'est pas forcément incompétente, vous ne pouvez pas le savoir, mais en tout cas, ce n'est pas une chercheuse. Voilà, ce n'est pas une chercheuse en psychologie ni dans aucun domaine. Si vous essayez avec l'autre, là, Monique de Kermadec, c'est pareil, il n'y a que ses bouquins en français dans Google Scholar, ce n'est pas une chercheuse non plus. Okay, donc il va falloir chercher des chercheurs qui sont un peu plus experts que ça dans l'intelligence et dans les personnes surdouées, parce que si on se fie que à elles, à nouveau, on ne peut pas dire qu'elles sont incompétentes, on n'en sait rien, mais on n'a pas de... En tout cas, voilà, ce n'est pas des experts de leur domaine. Donc par exemple, si vous avez un autre nom qui vous arrive sous la main, on vous dit « Ah, il faut interroger Nicolas Gauvry, lui, il connaît vraiment le sujet », vous tapez Nicolas Gauvry sur Google Scholar, et là, tout d'un coup, ça ressemble à quelque chose de différent. Vous voyez, il y a plusieurs articles scientifiques en anglais. Ça a l'air d'être bien lui. Il a même un profil personnel que vous pouvez aller consulter. Donc on se dit, OK, lui, ça a l'air d'être un vrai chercheur. Il publie dans des revues internationales et il publie même sur le sujet qui m'intéresse. Par exemple, High IQ Children. Ah, ça sent bon. Il a l'air de s'y connaître un petit peu. Ah, là aussi, High IQ Students. Donc, il a l'air de connaître un petit peu mieux le sujet. Si jamais dans la première page, vous voyez des articles scientifiques qui sortent, mais vous reconnaissez pas bien le sujet qui vous intéresse, c'est le sujet au mot-clé. Donc vous tapez Nicolas Gauvry et intelligence, parce que c'est le mot anglais, et là vous allez voir tous les articles de Nicolas Gauvry sur l'intelligence. Et effectivement, vous en voyez un certain nombre. Donc là, vous avez des bons éléments pour vous dire, OK, Nicolas Gauvry, ça a l'air d'être un chercheur qui fait avancer la recherche internationale sur l'intelligence. C'est ce que suppose ces publications scientifiques. Peut-être c'est un huluberlu complètement incompétent qui a des thèses complètement marginales. Évidemment, ça ne va pas vous le dire. Donc ça ne peut pas être un critère infaillible non plus. Mais c'est quand même le meilleur critère que vous pouvez avoir. Donc, si vous avez le choix entre Jeanne Siofachin, Monique de Kermadec et Nicolas Gauvry, moi j'irai pour Nicolas Gauvry, a priori. Même sans être expert du sujet, voilà, là vous avez fait un petit tri. Pareil, si vous cherchez sur les écrans, Annelise Ducanda, Annelise Ducanda, voilà, elle écrit des revues elle écrit des articles dans des revues françaises, Enfance Psy, Devenir, etc. Elle écrit un bouquin. Il y a une traduction d'un de ses articles en italien, mais il n'y a rien qui ressemble à un article scientifique en anglais. Alors là, c'est un cas plus difficile. Michel Desmurger, qui a publié La fabrique du crétin digital, vous tapez son nom sur Google Scholar, et là, vous voyez plein d'articles scientifiques en anglais. Donc là, ça fait sérieux. Et puis en plus, si vous ne le savez pas, mais je vous dis, Trends in Cognitive Science, Brain, etc., c'est vraiment des très bonnes revues. Donc on se dit, waouh, là c'est un chercheur sérieux. Ok, mais c'est un chercheur sérieux sur quoi? Ok, et là vous regardez un petit peu les titres des articles, vous vous dites, mais qu'est-ce que ça a à voir avec les enfants et les écrans? Eh bien, ça n'a rien à voir. Parce qu'en fait, ce qu'on comprend à la lecture de ces titres d'articles, c'est que c'est un chercheur qui est spécialisé dans les neurosciences du mouvement. Voilà. Donc, s'il veut s'exprimer dans les médias sur les neurosciences du mouvement, ou en tout cas, si vous avez un papier à faire sur comment est-ce qu'on contrôle notre motricité avec le cerveau, vous pouvez aller l'interroger. Il est vraiment bon là-dessus. Mais si c'est sur le sujet de l'impact des écrans sur l'enfant, on ne voit vraiment pas pourquoi on irait le chercher. Alors, vous pouvez essayer de creuser. Est-ce qu'il n'y a pas un article qu'il a fait sur l'exposition à la télé, etc. Donc, on rajoute le mot télévision. Et en fait, il y a son bouquin. Il y a un article, mais qui n'est pas vraiment sur ce sujet-là, qui n'est pas du tout sur ce sujet-là. Ça, c'est pas de lui, ça, c'est pas de lui. Le premier, c'est pas de lui non plus. Ça, c'est pas de lui. Donc, en fait, il n'y a aucun... C'est des articles qu'il cite, vous voyez, qu'il cite ses livres. Et donc, en fait, il n'y a aucun article qui est sur le sujet des écrans et il n'y a aucun article qui est sur le sujet des enfants. OK ? Donc là, c'est un cas un petit peu différent des précédents. Donc, ce n'est pas juste quelqu'un qui publie des bouquins sans aucune compétence. Il a clairement des compétences en sciences cognitives, en neurosciences. Mais c'est un chercheur qui s'exprime en dehors de son domaine de compétences. Et ça, c'est dangereux aussi. Parce qu'un chercheur, il n'est jamais expert que dans son domaine de compétences. À côté,
Moi, si vous m'interrogez sur la physique des particules, je suis un novice complet. Mon avis ne vaut pas plus que le vôtre, que celui de n'importe quel citoyen. Donc c'est très important d'interroger les chercheurs sur leur domaine de compétences. Donc pour ça, il faut regarder d'un peu plus près les titres des articles qu'ils publient. Bon, et puis après, vous avez le cas complètement atypique, genre Didier Raoult, parce que vous tapez Didier Raoult dans Google Scholar et vous allez trouver 3000 articles. C'est plus que n'importe quel autre chercheur. Donc, lui, c'est vraiment le roi de la publication scientifique dans toutes les meilleures revues du monde. Et en plus, sur le sujet des virus. Donc, lui, quand il a débarqué en mars 2020, ou même ça a commencé en janvier 2020, et qu'il parlait du Covid-19, il cochait toutes les cases. C'est un grand chercheur, expert des virus, il fait des... Voilà. On avait toutes les raisons de lui faire confiance. Donc lui, si vous voulez, c'est un petit peu l'exception qui confirme la règle. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas moyen de débusquer que en fait, c'était un charlatan. Mais c'était vraiment, en tout cas pour des journalistes, c'était vraiment difficile à détecter. Donc qu'est-ce qui a mis la puce à l'oreille Donc déjà, tous les médias se sont fourvoyés et l'ont mis à la une partout. Hein. Mais quand même, qu'est-ce qui a fini par mettre à la puce des plus consciencieux d'entre eux c'est simplement de prendre l'avis d'autres experts. Parce qu'il se trouve que les opinions que Didier Raoult a émises sur le Covid-19, en gros, il était un peu seul au monde à y croire. Hein. Enfin, je veux dire, vous pouviez interroger, vous pouviez faire tous les labos de l'Institut Pasteur, de l'INSERM, etc., et les interroger, que pensez-vous du Covid-19, de l'hydroxychloroquine, etc. Est-ce que vous pensez que Raoult a raison? Est-ce que l'hydroxychloroquine est efficace, etc. Tous les chercheurs compétents aussi sur les virus, etc., qui regardaient l'article, le premier article que Raoult a publié, pouvaient vous dire, non mais le groupe contrôle et le groupe expérimental ne sont pas comparables, les effectifs sont petits, ce papier c'est de la merde. Ça vaut rien, ça ne prouve rien. N'importe quel chercheur compétent, même en dehors du domaine, pouvait le dire. Moi je l'ai lu aussi l'article, et je le voyais aussi que ça ne tenait pas debout. Donc en fait, la seule chose qui suffisait de faire pour débusquer Raoult, dès le début de la crise, c'était de demander l'avis à d'autres chercheurs indépendants de lui. Et ça suffisait à se rendre compte que, pareil, ça ne suffisait pas à se dire, bon, il a tort définitivement, on ne peut pas juger de sa compétence, mais ça suffisait à se dire, oula, ce gars, en fait, il a un point de vue hyper minoritaire. Il émet un point de vue qui n'est pas le consensus scientifique sur la question. Il dit quelque chose à propos de son étude auquel les autres chercheurs ne croient pas. Donc, il faut se méfier. Il faut prendre ce qu'il raconte avec un maximum de prudence, ne pas le laisser parler tout seul, mais si on lui donne la parole, il faut s'assurer qu'on va toujours lui mettre des contradicteurs en face, parce que sinon, on va amplifier et on va rendre majoritaire un point de vue qui est totalement minoritaire. Vous voyez, c'est ça la précaution qu'il faut prendre quand on arrive avec un cas comme ça. Il y avait une question là-bas. Oui, bah, vous avez tout à fait raison. Hein. C'est sûr que ce n'est pas évident. Donc c'est vrai que voilà, c'était un bon client et il a répondu à toutes les invitations. Et en face de ça, les chercheurs qui étaient aussi compétents que lui, mais qui avaient des avis différents, ils n'étaient pas forcément aussi disponibles pour répondre aux médias. Et ils n'avaient pas forcément envie d'être mis en face de Didier Raoult. Parce que bon, il se trouve que c'est aussi une personnalité bien connue dans le milieu qui a terrorisé pas mal de monde dans sa carrière.
Et les gens n'ont pas forcément envie d'être en opposition avec lui en public, ce qui est un autre problème. Et puis, vous avez raison, les chercheurs qui auraient pu le contredire n'étaient pas forcément aussi attrayants pour le public. Et de manière générale, c'est plus facile pour un charlatan d'être accessible au public en racontant n'importe quoi sans apporter de preuves, que pour un scientifique de dire prudemment ben, qu'est-ce qu'on peut croire, qu'est-ce qu'on ne peut pas croire. Hein. Le problème, c'est ça, c'est que le vrai discours scientifique, il sera toujours moins attrayant que le discours du charlatan qui est catégorique, il sait ce qui marche et il vous le dit simplement. Prenez ma cam. Facile ça. Mais voilà, c'est là il faut quand même accepter de faire un compromis entre la vérité et les apparences, quoi. Ce travail justement de recherche scientifique compétent, c'est aussi la vérification pour être sûr qu'il est bien compétent. Ça demande du temps. Et des fois dans la rédaction, on n'a pas forcément ce temps-là nécessaire. Comment on a un minimum de temps pour s'assurer que la personne qu'on va contacter, bah, on peut quand même lui faire confiance. Oui, non, c'est un vrai problème. Enfin, je connais la problématique des conditions de travail des journalistes, donc je sais que c'est vraiment pas facile. Donc, tapez le nom sur Google Scholar, ça c'est le truc, ça prend 3 secondes, c'est le minimum à faire. Voilà, ça vous donne un premier niveau de vérification, ça vous apportera jamais une garantie absolue. Si vous doutez de ce qu'un chercheur vous dit, le meilleur conseil, c'est de demander un second avis à un autre. C'est vraiment ça. Il faut essayer de croiser les avis pour se faire une idée de où se situe le consensus scientifique. Essayez de ne pas propager des avis marginaux. C'est vraiment ça qui est très important. Mais votre métier, il est difficile, hein, j'en conviens. Et forcément, il y a des cas qui sont... Enfin, c'est difficile à traiter correctement. Donc, en tout cas, les critères qu'il ne faut pas utiliser, le fait qu'on l'a déjà vu dans les médias, et en plus, je sais bien, les journalistes, ils se refilent les numéros de téléphone, etc., les carnets d'adresses, donc c'est tentant de réutiliser toujours les mêmes. Le fait qu'il a publié un livre sur le sujet, ce n'est pas un critère. Le fait d'être praticien, que ce soit médecin, psychologue, thérapeute, ce n'est pas suffisant. Il y a des chercheurs là-dessus, qui peuvent être aussi médecins, psychologues, thérapeutes, mais qui sont en plus chercheurs. Et bon, le fait d'avoir des titres, malheureusement, ce n'est pas non plus une garantie. Être professeur, être docteur, etc. Malheureusement, ça n'est pas suffisant. Même être prix Nobel, hein, on a déjà entendu des prix Nobel qui déconnaient à plein tube, par exemple sur la vaccination ou sur d'autres choses, sur l'autisme, comme Montagnier. Donc voilà, il n'y a aucune garantie nulle part. Ouais. Non, ce que je veux dire, c'est que les critères que je vous ai donnés, c'est des conditions nécessaires, mais ce n'est pas des conditions suffisantes. Il y aura toujours un charlatan parmi les prix Nobel, parmi les professeurs, parmi les docteurs. Bon. Voilà, c'est un risque. C'est un risque. Simplement, vous, tout ce que vous pouvez faire, vous pouvez limiter les risques. Si vous regardez Google Scholar plutôt que les livres en français, vous minimisez les risques. C'est tout ce qu'il faut faire, essayer de minimiser les risques. Donc, finalement, comment est-ce qu'on identifie un expert sur un sujet scientifique? Il n'y a pas un critère unique qui va fonctionner à tous les coups. Les titres sont nécessaires et pas suffisants. Les publications internationales, c'est le meilleur critère, à condition de porter sur le sujet qui vous intéresse. Ne pas se fier aux livres, ne pas se fier aux apparitions médiatiques, et ne pas se fier à un expert en dehors de son domaine d'expertise, quand même hyper important. Et donc, après, si vous avez du mal, si vous avez vraiment aucun nom, par exemple, ou si les noms qu'on vous a donnés, ils ont l'air vraiment pas fiables, et vous ne savez pas qui chercher, des bonnes sources d'information, c'est les services de presse, soit des universités, soit des organismes de recherche comme le CNRS, l'INSERM, l'INRAE, l'INRIA, etc. Là, voilà, tous ces organismes, les universités, ils ont des services de presse, ils connaissent leurs chercheurs, ils savent qui est compétent sur quoi. Bon, parfois, ils se trompent aussi. Mais dans le doute, voilà, vous pouvez leur passer un coup de fil. En général, ils répondent et ils vont pouvoir vous guider. C'est plus fiable que d'aller chercher à la librairie ou de prendre le 06 que vous donne le collègue. Voilà. Alors après, il y a d'autres écueils. Donc par exemple, le fait de parler d'études non publiées. Et ça s'est beaucoup fait pendant le Covid, parce que pendant le Covid, la recherche a avancé très très rapidement. Et comme le processus de publication scientifique, ça prend beaucoup de temps. Pour publier un article, ça peut prendre entre 3 mois et 2 ans. Évidemment, là, comme il y avait urgence, les gens ont publié les PDF des articles sur des serveurs de PDF,
sans qu'ils aient été expertisés par des pairs, donc acceptés pour publication dans des revues, pour accélérer un petit peu la diffusion de la connaissance. Et ça a été un formidable vecteur d'accélération de progrès des connaissances sur le Covid, donc c'était bien de le faire, mais du coup il y avait moins de filtres. Donc il y avait tout et n'importe quoi qui était disponible, qui était discuté et qui était potentiellement diffusé par les médias. Donc c'est vrai que, en principe, hors des situations d'urgence comme le Covid, je pense que les médias devraient s'interdire de parler d'une nouvelle étude qui, en fait, n'est pas encore publiée, qui n'a pas encore été acceptée par une revue scientifique. Parce qu'il y a un risque un peu trop grand de publier un truc qui est en fait qui n'est pas bon, qui ne va pas être accepté dans la revue scientifique, où ça se trouve, quand ça sera accepté, le résultat sera différent. Je vous montre un exemple qui m'est arrivé pas plus tard que l'année dernière. Un journaliste me contacte en me disant qu'est-ce que vous pensez de la déclaration d'Yannick Jadot qui dit le confinement a engendré 40% de retard cognitif chez les élèves de CP, CE1, CE2. Je réfléchis, mais bon, déjà, je n'avais pas entendu la déclaration, mais je me dis 40% de retard cognitif, comment c'est possible? Toutes les données que je connaissais, j'avais les données de l'éducation nationale qui montraient qu'effectivement, le niveau scolaire avait baissé un petit peu en 2020 du fait du confinement, mais pas du tout de l'ordre de 40%, on parlait de quelques pourcents. Donc, je me disais, 40% de retard cognitif, c'est pas plausible. Ça ne doit pas être un vrai résultat. Donc déjà, est-ce qu'on peut retrouver de quoi il parlait, Jadot? Qu'est-ce qu'il citait? Donc, le journaliste creuse un petit peu, il demande à l'entourage de Yannick Jadot quelle était la source, et on lui répond, c'était cet article du Monde. Et effectivement, cet article du Monde, qui était publié la veille, dit les confinements auraient nettement réduit les capacités physiques et intellectuelles des enfants. Leurs capacités cognitives ont baissé de 40%. Alors là, donc le journaliste m'envoie l'article, je lis l'article du Monde et je me dis quand même, c'est incroyable, 40%, comment c'est possible, ça colle pas du tout. Et donc du coup, je dis, bon, mais donc dans cet article, il rapporte en fait une étude menée par une chercheuse dans un CHU du Puy-de-Dôme. Du coup, je dis, ben, ok, est-ce que je suis vraiment étonné, est-ce que je peux voir l'étude qui est rapportée dans cet article? Et donc là, à nouveau, le journaliste cherche, il demande auprès du CHU Clermont-Ferrand, qui lui répond « Ah non, l'étude n'est pas publiée et donc elle ne peut pas être communiquée. » Donc, attendez là, ils l'ont quand même communiqué suffisamment pour que ça fasse un article dans Le Monde, mais après, ils ne peuvent pas donner l'étude à un chercheur. Il y a quand même un truc qui ne va pas. Donc là, pour moi, il y avait une faute là, c'est-à-dire qu'on était dans un cas de figure où le Monde a publié un résultat totalement improbable sur la base d'une étude qui ne pouvait pas être vérifiée parce qu'elle n'était pas publiée. Vous voyez, normalement, les journalistes, quand ils rapportent une étude scientifique, bon, évidemment, ils vont interroger les auteurs de l'étude, qui vont raconter ce qu'ils pensent de leur étude. Donc, ils sont contents, en général, ils croient à leurs résultats, c'est tout à fait normal. Mais en général, ils vont aussi croiser et demander un avis indépendant à un autre chercheur. Et vous, que pensez-vous de l'article de Martine Duclos? Et là, ça va leur permettre de pointer aussi éventuellement les limites de l'étude, etc. Voire quelquefois se dire « Ah bon, mais en fait, il ne faut pas en parler de cette étude parce qu'elle n'est pas fiable. » Mais là, ça n'a pas été fait parce que l'étude n'était pas publiée. Donc, vous voyez, c'est particulièrement dangereux. Donc, en quelque sorte, un critère à se fixer, ça serait se dire, bon, ben, si l'étude n'est pas publiée dans une revue scientifique internationale, elle n'existe pas. Donc, on n'en parle pas. Vous revenez, le chercheur qui a envie qu'on parle de son étude dans les médias, qui revienne quand son étude sera publiée. Il n'y a pas besoin de se précipiter à parler de choses dans les médias quand on n'est pas sûr qu'il y a un résultat scientifique valide. Et alors, il se trouve que j'ai suivi un petit peu l'affaire, parce qu'après, vous voyez, à la suite de la publication de cet article, j'ai quand même cherché les articles de la chercheuse pour voir si l'étude sortait, etc. Et bon, au bout d'un an, effectivement, j'ai trouvé que l'étude en question avait été publiée, mais elle donnait des résultats différents. Donc j'ai contacté la chercheuse, je lui ai dit, bon, mais comment ça se fait? Dans l'article du Monde, c'était des CP-CE1, maintenant dans votre article, c'est des CE2, c'est plus le même nombre, c'est pas 40% de retard, c'est 30%, les capacités physiques, c'est pareil, donc rien de collé. Et donc en fait, bon, elle m'a dit à demi-mot qu'en fait, c'était pas tout à fait la même étude. Et du coup, je suis revenu vers les journalistes et je leur ai dit, bon, mais est-ce que vous vous êtes rendu compte que finalement, l'étude publiée, elle donne des résultats différents de ce que vous avez rapporté dans Le Monde? Ah bon, ok. Et donc finalement, à force de les titiller, elles ont fini par publier un retour sur cette étude, qui n'est pas exactement un erratum, ni un correctif, etc., mais qui dit, ah bon, voilà, on revient sur cette étude dont on a parlé il y a un an, et en fait, ouais, c'était pas tout à fait ça. Donc, à demi-mot, en quelque sorte, ils désavouent
l'article précédent. Mais bon, en fait, tout ça était parfaitement évitable. Il suffisait de ne pas parler de cette étude qui n'était pas publiée, un point c'est tout. Ouais. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez avoir toute l'histoire à se raconter sur mon blog. Bon, ce n'est qu'une anecdote, hein, mais ça illustre finalement le genre d'écueil quand on parle des études non publiées. Alors, on arrive à la question de la réplicabilité. Est-ce qu'il suffit qu'une étude soit publiée dans une revue scientifique internationale, même dans une revue très prestigieuse comme Science ou Nature, pour qu'on doive la croire comme étant scientifiquement validée et que ça soit vrai pour toujours? Non, évidemment non. D'abord, une étude, ça n'est jamais qu'une étude, qui peut avoir plein de limites méthodologiques, qui peut avoir un petit effectif, etc. Et puis qui a toujours été fait dans un certain pays, dans certaines conditions, sur une certaine population, dans un certain contexte. Et donc, bon, le résultat, même s'il est valide, il est valide dans les conditions dans lesquelles il a été obtenu, donc il n'est pas forcément généralisable. Donc, si on veut, ça peut être dangereux, finalement, d'extrapoler le résultat qui a été obtenu dans certaines conditions à d'autres conditions. Mais bon, en même temps, il ne faut pas non plus rejeter tous les résultats scientifiques, il faut juste être un petit peu prudent. Simplement, voilà, il faut se dire qu'une étude toute seule, elle ne dit jamais la vérité définitive. Il va falloir, en général, en science, quand on atteint un certain consensus scientifique sur un sujet, c'est jamais à partir d'une seule étude. C'est à partir d'une succession d'études qui vont tenter de répliquer les résultats de l'étude initiale. Et quand il y a un certain nombre de réplications, alors on peut commencer à y croire. Parce que sinon, en fait, d'une semaine sur l'autre, deux études peuvent dire exactement le contraire l'une de l'autre. Hein. Ça arrive souvent que les résultats se contredisent. Donc ça va être plutôt sur le long terme qu'on va pouvoir évaluer si globalement il y a une tendance générale qui est cohérente dans un sens ou dans l'autre. Donc cette notion de réplication, elle est vraiment très importante. Et souvent, voilà, quand on se demande est-ce qu'il faut parler de ce résultat, une des premières questions à se poser, c'est, après avoir demandé est-ce qu'il est publié, c'est est-ce qu'il a été répliqué. Bon, s'il n'a pas été répliqué, ça veut dire qu'on prend un petit risque en parlant. Voilà. Ça ne veut pas forcément dire qu'il faut, mais il y a un risque. Donc même quand c'est un essai randomisé contrôlé, qui est vraiment le plus haut niveau de preuve, est-ce que c'est la preuve absolue? Non. Ça peut être des études qui ont des limites quand même. Le prochain essai randomisé contrôlé pourra peut-être donner le résultat contraire. Et donc il va falloir déceler à travers de multiples études s'il y a des tendances fiables. Et ça se fait dans des études particulières qu'on appelle des méta-analyses. Donc des méta-analyses, ce sont des études statistiques qui en gros vont compiler les données de toutes les études qui ont abordé un sujet. Donc par exemple, toutes les études qui ont testé l'efficacité du Prozac pour la dépression, eh bien on les compile dans une méta-analyse qui va dire, même s'il y a certaines études qui n'ont pas trouvé d'effet, qui ont trouvé des effets adverses, etc., quand on compile tous les résultats, il y a quand même un effet moyen qui montre que le Prozac est un petit peu efficace pour la dépression. Voilà. Et c'est pareil pour les études sur les psychothérapies ou sur les méthodes éducatives, on peut faire des méta-analyses. Et donc plus généralement, il faut se dire que c'est pas tout ou rien, c'est pas les études pourries et l'étude parfaite et puis la méta-analyse, mais en fait il y a toute une hiérarchie de niveaux de preuve. Et donc c'est ce qui est représenté dans cette petite infographie. Donc c'est ce qu'on appelle la pyramide des preuves. Mais là on est dans les fondations de la pyramide, on est sous le sol là en fait. Donc sous le sol, sous le niveau du sol, c'est tout ce qui n'a pas de valeur de preuve. Donc tout ce qui est rumeur, tout ce qui est témoignage, anecdote, etc. Le traitement a marché pour moi, etc. Bon, tout ça, ça vaut rien. Même la parole d'un expert, un expert dit que, s'il n'y a pas des données sonnantes et trébuchantes derrière, ça ne vaut pas grand-chose. Parce que des experts qui disent tout et son contraire, vous pourrez toujours en trouver. Donc, il faut chercher un niveau de preuve supérieur à ça. Et donc, on arrive au rez-de-chaussée de la pyramide. Donc il faut demander des études qui rapportent des données factuelles. Et puis il y a plusieurs niveaux de preuves parmi les études. Donc il peut y avoir des études qui sont juste descriptives, des études qui rapportent juste des corrélations. Hein, on a beaucoup parlé des corrélations entre les écrans et les troubles cognitifs, entre le traitement et l'état de santé des patients. Tant que c'est que des corrélations, on reste quand même à un faible niveau de preuve. Donc on va augmenter le niveau de preuve quand on va être à des études expérimentales. Donc qui testent l'effet d'un traitement contre l'effet d'un autre traitement, par exemple. Et puis, d'autant plus un niveau de preuve que ça va être un essai randomisé contrôlé, et qu'en plus, il va y avoir des réplications. Plus une étude a ses résultats répliqués, et plus on va lui accorder un niveau de preuve fort.
Et tout au sommet de la pyramide, il y a la méta-analyse, ou les méta-analyses qui vont compiler toutes ces données des études différentes et vous dire s'il y a une tendance fiable, favorable qui se dégage. Et en fait, même au-dessus de la pyramide, il y a ce consensus scientifique qui n'est pas quelque chose qui sort d'une unique méta-analyse, mais qui est en gros l'accord de tous les experts du monde, ou en tout cas de la majorité des experts du monde. Par exemple, voilà, la majorité des experts du monde s'accordent à dire que la vaccination pour la diphtérie, la polio, le Covid-19, c'est efficace. Voilà. Il y aura toujours des dissidents qui vont dire le contraire, mais il y a un consensus scientifique sur la question et c'est important de le savoir. Donc ça, voilà, on peut le savoir en interrogeant plusieurs scientifiques qui ont connaissance des méta-analyses et qui vont vous dire s'il y a un consensus scientifique sur la question ou pas. C'est pas facile. Et souvent, beaucoup plus de données que ce qu'on imagine. Par exemple, dans les sciences de l'éducation, dans les médias français, en général, on interviewe des enseignants et on croit ce qu'ils disent. Quelquefois, un peu mieux, on interviewe un universitaire qui a une opinion sur la question et on croit ce qu'il dit. Mais en fait, alors que cet universitaire n'a jamais ni produit des données factuelles sur le sujet, ni ne connaît même les données qui existent. Vous voyez, même sur un sujet comme l'éducation, qui est quand même majoritairement perçue comme non scientifique, il y a des gens qui ont fait des essais randomisés contrôlés, et il y a des gens qui ont fait des synthèses de ces essais randomisés contrôlés. Donc dans ce livre qui est sorti en 2008, ce chercheur néo-zélandais a fait une synthèse de 800 méta-analyses d'études portant sur des pratiques pédagogiques et leurs effets sur les élèves. 800 méta-analyses qui portaient sur plus de 50 000 études. Plus de 50 000 études qui portaient sur plus de 100 millions d'élèves et qui ont été faites dans plusieurs dizaines de pays. Vous voyez, si on se pose une question sur l'efficacité d'une pratique pédagogique, plutôt que de demander son opinion à un enseignant ou à un universitaire qui ne connaît pas les données, on devrait d'abord se dire « Waouh, je sais qu'il y a beaucoup de données très probantes en sciences de l'éducation. Il faudrait consulter un peu les résultats de ça. » Les résultats de... Enfin, en tout cas, il faudrait consulter des chercheurs qui sont capables d'aller me dire ce qu'il y a dans ces résultats. En plus, tout ça, c'était en 2008, mais depuis, le volume de recherche a encore doublé. Donc, vous pouvez multiplier tous ces nombres par deux. Donc, vous voyez, ça, c'est quelque chose qu'on ignore, dont on ne parle jamais dans les médias français. Quand on se pose des questions de nature pédagogique, on oublie toujours systématiquement d'aller consulter ces données-là, parce que bon, pour diverses raisons, les chercheurs qui font de la recherche en éducation en France sont dans une espèce d'autre courant où ils ne connaissent même pas toutes ces données-là. Donc, ils n'en parlent jamais. Mais pourtant, voilà, on pourrait mieux traiter ce sujet. Donc, si vous avez des doutes, posez-vous cette question. Est-ce que cet expert il est en train de me parler du consensus scientifique sur le sujet ou est-ce que c'est juste sa théorie perso? Si vous ne le savez pas, vous lui posez la question. Déjà, ça pourra peut-être permettre de clarifier un petit peu. S'il vous parle d'une étude qui vient de sortir, est-ce que cette étude, elle est fiable? Si vous ne savez pas, il vaut mieux consulter d'autres experts, leur envoyer le PDF de l'étude et leur demander leur avis, pour croiser un petit peu les avis et se demander est-ce que cette étude, il y a suffisamment d'experts compétents qui croient à ces résultats pour que ça vaille la peine d'en parler dans les médias. Parce que finalement, pourquoi informer le public de résultats auxquels les experts ne croient même pas? Vous voyez, ça n'a aucun sens. Si ce n'est juste pour vendre du papier. Hein. Je sais bien qu'il faut vendre du papier tous les jours, mais bon, quand même, à quel prix? Donc, par exemple, un autre exemple que j'ai rencontré dans ma pauvre carrière de chercheur en psychologie, tout d'un coup, deux chercheurs ont une idée de génie et ils découvrent une nouvelle théorie de la dyslexie. Donc la dyslexie, c'est le sujet dans lequel je suis le plus expert. Okay, donc je connais bien le sujet et je vois apparaître dans la presse, parce que je ne connaissais pas ces deux bus-là, je vois apparaître dans la presse un article qui vante qu'ils ont percé le mystère de la dyslexie. Moi qui bossais depuis 15 ans sur la dyslexie, si quelqu'un avait percé le mystère, j'aurais aimé être le premier au courant. Et donc, ils sortent une théorie rétinienne de la dyslexie. Donc, comme quoi, ça serait un problème dans la rétine, et donc un problème visuel, bon, qui est très étonnant, puisque toutes les recherches qu'on connaît partout dans le monde ne sont pas en faveur d'une théorie visuelle de la dyslexie, mais plutôt d'une théorie qui est basée sur le langage oral. Mais bon. Et donc, Ouest France sort ça, et puis, dans les semaines qui suivent, alors c'est un déluge, tous les médias reprennent l'information de Ouest France, interviewent les deux physiciens rennais, etc., voilà, la cause de ce trouble de la lecture serait cachée dans de minuscules récepteurs des yeux. Et voilà, c'est passé partout.
Voilà, tout le monde y est passé. Donc, là, bon, il y a aussi ce phénomène de copie des médias les uns avec les autres. Il y en a un qui fait une sensationnelle sur un truc, il faut que tout le monde la reproduise, forcément. Jusqu'à ce que la Fédération française des 10, donc qui est la fédération qui regroupe les associations de familles qui ont des enfants dyslexiques, qui a un conseil scientifique dont je fais partie, donc c'est une association qui a la bonne idée de se faire conseiller par des scientifiques experts du sujet, pour éviter de dire n'importe quoi et de réclamer n'importe quoi au gouvernement, qui a consulté son conseil scientifique, qui lui a dit non, non, ça a l'air d'être n'importe quoi, on n'y croit pas. On a quand même lu l'étude, on a lu l'étude qui a été publiée, etc., mais il n'y avait vraiment aucune raison d'y croire. Donc c'est seulement après toute une semaine de grands déballages médiatiques autour de ce truc-là qu'il y a quand même eu un premier appel à la raison et quelques doutes qui ont été émis. Bon, c'était en 2017, ça. Aujourd'hui, plus personne n'y croit à cette théorie. Enfin, il n'y a eu aucun travaux qui ont suivi. Personne ne l'a répliqué. Personne dans le monde ne croit à la théorie rennaise rétinienne de la dyslexie. Mais les médias en ont parlé pendant un certain temps. Et puis tout d'un coup, ça revient. Pourquoi c'est pas ça? Qui a conçu des lunettes magiques aussi qui ont un effet stroboscopique. Et voilà. Et du coup, ces entreprises vendent leurs produits en disant que ça améliore la lecture des enfants dyslexiques, sur la foi de la théorie des chercheurs rennais, mais sans avoir conduit d'études expérimentales qui montrent l'efficacité de leurs produits. Parce que, finalement, les seules entreprises qui ont l'obligation de démontrer l'efficacité de leurs produits avant de les vendre, c'est les compagnies pharmaceutiques. Parce que pour tous les médicaments, il y a une autorisation de mise sur le marché qui doit être obtenue auprès du ministère de la Santé et qui est évidemment basée sur l'analyse des études expérimentales qui ont testé l'efficacité du médicament. C'est vrai pour les médicaments et pour les dispositifs médicaux. Mais ça en gros, que ce soit des dispositifs comme ceux-là ou des psychothérapies ou des pratiques non médicales, en gros, n'importe qui peut proposer n'importe quoi sans aucun contrôle. Et du coup, comme ça fait des startups qui ont l'air innovantes, tout le monde adore parler des startups innovantes. Donc, tous les médias allaient à nouveau, tout le monde embraye en racontant les histoires de lampes magiques, de lunettes magiques. Et évidemment, parmi les clients de ces entreprises, on va toujours trouver un enfant qui dit « Ah ouais, j'aime bien quand je mets les lunettes, j'ai l'impression de lire mieux. » Et le niveau de preuve ne va pas au-delà de ce genre de témoignage. Donc voilà, on est reparti avec ça et on est obligé de ramer derrière pour dire à tous les médias, écoutez, vous vérifiez le niveau de preuve, l'étude. Bref. Donc, vous voyez, c'est pas facile. Peut-être, je dirais, le point culminant de ratage journalistique à propos d'un sujet scientifique, ça a été ça. Ça a été ça, puisque c'est parti d'une étude, donc vous savez, Gilles-Éric Serralini, qui est un chercheur, et qui avait fait une étude en nourrissant des rats avec du maïs OGM, et en laissant ces rats développer des tumeurs énormes, et du coup en publiant un papier qui disait que les rats qui étaient nourris au maïs Monsanto 810 développaient plus de tumeurs que les rats qui étaient nourris avec du maïs normal. Okay, et donc ils ont publié ça dans cette revue, et autour de la publication de cet article, en fait avant la publication de cet article, ils ont arrangé un plan com. Ils ont proposé ça à plusieurs médias, et c'est le Nouvel Obs qui a accroché, un plan de communication médiatique en exclusivité. Donc seul le Nouvel Obs avait le droit d'en parler le premier jour, et en fait, le Nouvel Obs en a parlé avant même que la publication soit sortie. Les journalistes n'avaient pas vu la publication scientifique, et ils avaient interdiction de consulter des experts indépendants à propos de cette publication scientifique. Ça faisait partie du contrat, c'était contractuel, dans le plan com. Donc ça, vous voyez, ça aurait dû quand même mettre la puce à l'oreille des journalistes de l'Obs, qu'on leur interdise de consulter des experts indépendants sur la publication et de toute façon d'avoir interdiction de diffuser la publication. Ça aurait dû leur mettre la puce à l'oreille, mais peut-être que comme le message, c'était un message qu'ils avaient envie de diffuser de toute façon, ça les arrangeait bien et ils n'ont pas fait attention à ça. Bon, il se trouve que cette étude était pleine de problèmes méthodologiques, les statistiques étaient fausses, etc. Et elle ne permettait pas de tirer les conclusions qu'elle tirait. Ce qui a finalement conduit à la rétractation de cette étude. Donc ça arrive. Des études qui ont un vrai problème méthodologique et dont les résultats sont faux, l'éditeur de la revue peut décider de la retirer.
pour éviter qu'elle continue de polluer la littérature scientifique, pour éviter qu'il y ait des chercheurs qui continuent à se fier à ces résultats alors qu'ils ne sont pas fiables, tout simplement. Et donc, mais ça n'arrive pas souvent, ça arrive beaucoup moins souvent que ça devrait arriver. Donc quand ça arrive, c'est vraiment qu'il y a un problème grave. Et bon, cette étude, elle n'était vraiment pas bonne. Donc cette étude, elle a été rétractée. Qu'a fait l'Obs? Vous croyez que l'Obs a averti ses lecteurs que le sujet de notre une d'il y a quelques mois, en fait, il a été rétracté, donc tout ce qu'on vous a dit, c'est bidon? Non, non, bien sûr, ils ne l'ont pas dit. Donc, encore aujourd'hui, vous pouvez aller sur le site de l'Obs, vous cherchez OGM, et vous allez encore tomber sur la page de cette une qui vous dit « Oui, les OGM sont des poisons, l'étude de Serralini a montré que ceci, cela », et nulle part, il y a un correctif, nulle part, il y a un bandeau qui dit « Attention, cette étude a été rétractée », etc., etc. Donc là, pour moi, il y a une faute. Dans la littérature scientifique, on a corrigé l'information, mais les médias, eux, ils n'ont pas corrigé l'information. Ça, pour moi, c'est une faute, mais bon, voilà, ça correspond à un parti pris du magazine, qui, en fait, plutôt que de dire « cette étude a été rétractée, désolé, on a été un petit peu trop hâtif sur ce coup-là », en fait, ils ont continué à prendre la défense de Serralini en imaginant en gros une théorie du complot pour laquelle tout le monde voudrait invalider. En gros, c'est toujours la même chose, hein, c'est forcément Monsanto qui paye tout le monde pour obtenir que les résultats de Serralini soient rétractés, etc. Bon, ce qui n'est pas vrai, etc. Mais bon, voilà. Donc eux, ils sont enferrés dans ce truc-là. C'est quand même la plus grande honte du journalisme français, je pense. Hein, dans le domaine scientifique, en tout cas, c'est vraiment la pire. Et sans dire si à la fin les OGM c'est bien ou c'est pas bien, hein, c'est pas la question, c'est juste pour dire le traitement journalistique de ce sujet-là. Donc ça devrait jamais arriver parce que les journalistes devraient jamais accepter un plan com où on leur interdit d'avoir accès à la publication scientifique et où on leur interdit de prendre l'avis d'un expert indépendant. Ça, c'est pas acceptable. Alors, on approche de la fin, hein, je vous rassure. Peut-être encore un point qui est intéressant, c'est ce qu'on appelle la loi de Brandolini, ou la loi d'asymétrie du bullshit, ou d'asymétrie de l'argumentation, qui est que c'est très facile de dire des conneries. Je peux vous dire, moi je prends des granules d'homéopathie et ça me guérit de mon cancer. Voilà, il y a des gens qui le disent, et donc voilà, les conneries c'est très facile à dire et c'est très facile à diffuser dans les médias. Et après, pour faire marche arrière, pour expliquer aux gens qui vous ont cru que « Ah ben non, en fait, c'était pas fiable, en fait, c'était faux, etc. » Là, vous pouvez ramer. Hein. Et même entre experts, entre le charlatan qui affirme son truc carré, etc., et le chercheur qui dit derrière « Bon, mais en fait, la méthodo, etc. » Il n'est pas audible, le chercheur. Donc, si on veut réfuter les affirmations d'un charlatan, il va falloir y passer 10 fois plus de temps, et ça va demander beaucoup plus d'efforts que juste d'émettre le message faux initial. Et donc ça, c'est un vrai problème. Donc c'est ça la formulation officielle. La quantité d'énergie nécessaire pour réfuter des foutaises est d'un ordre de grandeur supérieur à l'énergie nécessaire pour les produire. Et donc c'est pour ça qu'en fait, vous n'allez jamais trouver autant de chercheurs qui vont vous expliquer pourquoi un résultat est faux que de charlatans pour vous expliquer pourquoi un résultat est vrai, ou une affirmation est vraie. Donc ça va être très compliqué. Mais du coup, il faut se rendre compte de ce biais qu'ont les médias de donner la parole aux gens qui ont quelque chose de clair et net et séduisant à affirmer. Et qu'après, ils ne vont pas faire l'effort de faire le contradictoire avec des chercheurs plus compétents, etc. Et pour moi, ça augmente d'autant plus la responsabilité des médias de ne pas diffuser des bêtises au départ. Parce que vous savez que si vous diffusez une bêtise, ça va se propager. Et derrière, même avec la meilleure volonté du monde, évidemment si vous avez la mauvaise volonté de l'offre, c'est foutu, mais même avec la meilleure volonté du monde où vous publiez des rectificatifs derrière, vous savez que vous n'arriverez pas à réparer tous les dégâts. Il y aura encore des gens qui y croiront. Et c'est exactement ce qu'on a observé dans le cas de la vaccination et de l'autisme, où en 98, il y a une étude qui a suggéré que certains vaccins, un vaccin trivalent rougeole, oreillon, rubéole, pouvaient augmenter le risque d'autisme. C'était une étude qui était basée sur 12 enfants autistes, seulement 12, sans groupe contrôle, donc on ne pouvait pas savoir quelle était la prévalence dans un autre groupe. Et donc, déjà à la base, cette étude ne prouvait rien, et elle n'aurait jamais dû être publiée dans Lancet, qui est une des plus grandes revues médicales. Et
quand bien même elle est publiée dans Lancet, jamais elle aurait dû être racontée dans les médias. Mais c'était un message alarmiste qui convenait à beaucoup de médias, donc elle a été beaucoup diffusée. Les critiques ont été complètement inaudibles. Voilà, ça c'est les tabloïds anglais qui ont fait des gros bénéfices pendant toute cette période. Et en fait, la médiatisation de cette étude, qui était fausse, a été la cause d'une méfiance massive envers les vaccins. Et si autant de gens ont été méfiants des vaccins contre le Covid-19, c'est parti de là, de cette étude de 98. On aurait moins de défiance vaccinale en France aujourd'hui si on n'avait pas eu la médiatisation de cette étude. Ça a engendré notamment une recrudescence de rougeole en France avec 15 000 cas en 2011. Et parmi ces 15 000 cas, il y a eu des morts, parce que la rougeole, c'est une maladie mortelle. Voilà. Et puis, il y a eu d'autres cas d'épidémie de rougeole ailleurs dans le monde à cause de cette étude. Et finalement, après enquête, donc, il s'est avéré que les données qui étaient rapportées dans l'article ne correspondaient pas aux dossiers médicaux de l'hôpital, que la réglementation éthique n'était pas respectée, qu'en fait, l'auteur principal avait été payé par un avocat qui comptait lancer une action en justice collective contre les fabricants de vaccins, qu'aussi il travaillait à la production d'un vaccin concurrent. Et donc finalement, avec tous ces éléments, le Lancet a fini par rétracter l'étude, parce que c'était vraiment très très grave. C'est une étude frauduleuse en fait. Et du coup, Wakefield a dû s'émigrer aux États-Unis, et il continue à rester un héros des anti-vaccins, parce qu'il y aura toujours des gens qui veulent croire que les vaccins sont mauvais, et qui vont croire que c'est un complot de Big Pharma qui a voulu décapiter Wakefield, etc., et descendre son étude. Donc aujourd'hui, plus personne dans le monde, plus aucun scientifique sérieux ne croit à cette étude. Déjà, à l'origine, il n'y avait aucune raison de la croire. Mais aujourd'hui, il y a encore moins de raisons de la croire, puisqu'il y a eu beaucoup d'études qui ont fait le point depuis, je vais vous le montrer. Mais donc, le problème, c'est que l'étude a été rétractée, mais combien de médias ont parlé de la rétractation de l'étude pour corriger la perception du public? Beaucoup moins que ceux qui ont parlé du résultat initial. Donc, la perception du public n'a pas été corrigée. Et puis, il y a eu pas mal d'études qui ont testé rigoureusement le lien entre un vaccin ROR et autisme. Donc, en 1999, l'année suivante, il y a eu une étude sur 500 enfants qui n'a pas trouvé de lien. En 2001, il y a eu une étude sur 10 000 enfants qui n'a pas trouvé de lien. En 2002, il y a eu une étude sur 500 000 enfants danois et 500 000 finlandais qui n'a pas trouvé de lien. Jusqu'en 2012, une méta-analyse de 48 études portant sur 15 millions d'enfants qui n'a pas trouvé de lien non plus. Donc, vous voyez, donc, on est parti d'une étude frauduleuse sur 12 cas qui n'aurait jamais dû être publiée. On a engendré une défiance vaccinale dans le monde entier qui a fait des morts. Et on a déclenché toute une série d'études de recherche de très grande ampleur qui ont coûté des millions de dollars, qui auraient été mieux consacrés à d'autres recherches. Parce qu'en fait, au départ, il n'y avait aucune raison de faire des recherches a priori sur des liens entre vaccins et autisme. Il n'y avait aucun indice. Mais on a fait des études sur 15 millions d'enfants pour finalement en avoir le cœur net. C'est complètement absurde. On aurait mieux fait de faire la recherche sur autre chose. Voilà, tout ça à cause d'une étude frauduleuse et de la diffusion qu'en ont donné les médias. Parce que si les médias n'étaient pas rentrés dans la danse, ça n'aurait eu aucun impact. Donc, vous voyez toutes les conséquences que ça peut avoir, le fait de participer à la diffusion finalement d'un message scientifique faux. Peut-être encore un cas de figure que je vous montre dans les quelques minutes qui restent. La question de ce qui se passe au tribunal. Parce que quelquefois, on voit des médias qui disent « Ah, le jugement a été rendu et il a été prouvé que, donc… Et c'est très important de se rendre compte qu'un jugement d'un tribunal, ça n'est pas un consensus scientifique. C'est un jugement qui se fait sur une base juridique, sur des arguments qui n'ont pas grand-chose à voir avec les données scientifiques. Donc, par exemple… Il y a eu cette histoire avec la suspicion que les antennes relais des opérateurs téléphoniques puissent être un facteur de risque de cancer pour les gens qui habitent dans le voisinage, donc dans la zone d'exposition des antennes relais. Et du côté des données scientifiques, il n'y a rien. Il n'y a pas de données épidémiologiques qui permettent de penser que ça soit vrai, mais ça n'empêche pas les gens d'être inquiets. Parce que forcément, dans tous les quartiers, un jour, il y a un enfant qui a une leucémie. Et quand il y a un enfant qui a une leucémie, les parents ils regardent dans l'air et disent « Ah, regardez, il y a une antenne relais ». Donc, il y a une coïncidence et les gens ne peuvent pas s'empêcher de croire que c'est ça la cause. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un drame, on cherche un coupable. Et bon, là, le coupable pratique, c'était les antennes relais. Donc, et évidemment, à partir du moment où il y a un parent
qui est en deuil de son enfant, qui est mort d'une leucémie, etc., et qui accuse les antennes relais, forcément, c'est une histoire dont les médias vont vouloir parler. Donc ça va être relayé, et du coup, ça engendre un phénomène de panique et de défiance dans la population. À tel point qu'on est arrivé à cette décision de justice que deux tribunaux ont condamné des opérateurs téléphoniques à démonter les antennes relais sur la base de quoi? Du ressenti de la population locale. C'est-à-dire que comme la population locale avait peur, eh bien, ils ont considéré que ça constituait un trouble anormal du voisinage. Mais en fait, ils n'ont pas fait d'analyse correcte des connaissances scientifiques sur le lien épidémiologique entre l'exposition aux antennes relais et l'incidence du cancer. Donc en fait, et après les gens qui étaient des militants anti-antennes relais et qui pensaient que les ondes électromagnétiques causaient des maladies, ils ont utilisé ces décisions de justice comme des preuves scientifiques du fait que ce qu'ils disaient était bien fondé. Mais en fait, ça n'a rien à voir. C'est juste que les tribunaux ont pris une décision sur un critère différent. Bon, il y a aussi le problème des scientifiques qui s'attaquent en justice, etc. Alors qu'évidemment, ce n'est pas en justice qu'on va déterminer quel scientifique a tort ou raison, évidemment. Hein, les juges ne sont pas compétents pour ça. Donc, faites attention à ne pas confondre les arguments juridiques et les arguments scientifiques. Bon, et parce que, voilà, on a parlé de l'effet placebo, l'effet nocebo, ça existe aussi. Hein, la seule croyance que quelque chose peut vous rendre malade, ça peut objectivement dégrader votre ressenti et votre état de santé. Donc le fait de croire très fortement que l'antenne relais qui est en haut de votre immeuble va vous causer un cancer, ça va sans doute pas vous causer un cancer, mais ça peut vous rendre plus anxieux, et ça peut engendrer tout un tas de troubles psychosomatiques, par exemple. Et puis si jamais il y a quelqu'un qui a tel ou tel symptôme parce qu'il a telle ou telle maladie, eh bien il peut se mettre à croire qu'il a telle maladie à cause de l'antenne relais. Et du coup, il peut suivre une mauvaise piste médicale et finalement ne pas avoir suffisamment tôt le diagnostic dont il a besoin. Et ça peut être une perte de chance aussi pour les patients. Donc ça, on a le cas pour l'électrosensibilité, qui est une maladie qui n'est pas fictive dans le sens où les gens ont bien des symptômes, mais ce qui est fictif, c'est l'attribution de ces symptômes aux ondes électromagnétiques. Ça, pour le coup, c'est pas prouvé. Et donc, tous les gens qui ont des symptômes qui peuvent être psychosomatiques, qui peuvent être psychiatriques ou autres, ou dermatologiques, eh bien, ils vont attribuer ces symptômes aux ondes électromagnétiques à tort, et du coup, ils vont rater les bons diagnostics et les bons traitements. Bon, la maladie de Lyme, c'est un autre cas de figure, etc. Et donc, tout ça, le problème, c'est que plus les médias diffusent les histoires de ces gens qui croient que leur maladie est due à telle cause, et plus il y a d'autres gens qui vont en être eux-mêmes convaincus et qui vont eux-mêmes souffrir de l'effet nocebo. Donc, autrement dit, les médias peuvent eux-mêmes contribuer à une épidémie de symptômes qui sont uniquement causés par la croyance d'un risque. Bon, les sciences dures, les sciences molles. Donc oui, juste pour vous dire quand même que c'est vrai qu'on a l'impression que les sciences, c'est que la physique, la biologie, la médecine peut-être, mais en fait, la même approche scientifique, cette démarche que je vous ai expliquée, de poser des questions, de formuler des hypothèses et d'essayer de tester ces hypothèses par des observations, en fait, ça s'applique aussi bien en sociologie, en éducation, en psychologie. Simplement, on est moins familier avec cette approche scientifique dans ces domaines-là, et puis en plus, tous les chercheurs de ces domaines n'appliquent pas forcément cette démarche scientifique. Et bon, c'est vrai que dans ces domaines-là, beaucoup de chercheurs ne publient qu'en français, ils ne sont pas vraiment au contact de la recherche internationale de ces domaines. Donc les interlocuteurs que vous avez à votre disposition sont aussi un peu moins fiables. Mais c'est pour ça que c'est important, surtout dans ces domaines, de rechercher l'expertise qui est reconnue à un niveau international. Ok, donc pour terminer, les recommandations qu'on peut vous faire. Premièrement, savoir identifier les sujets qui sont scientifiques, qui ne sont pas que la physique, la biologie, la médecine, mais finalement, toutes les affirmations factuelles sur le monde, finalement, ce sont des hypothèses scientifiques. Il doit y avoir des données factuelles pertinentes. Puis savoir identifier les experts d'un sujet scientifique, très important. Essayer de transmettre le consensus scientifique plutôt que les derniers résultats, parce qu'ils peuvent s'avérer faux la semaine suivante. Et puis, plutôt que les hypothèses marginales, donc croiser avec d'autres chercheurs. Se méfier des communiqués de presse, même les communiqués de presse qui sont émis par les universités, les organismes de recherche,
et qui vantent les nouveaux résultats de leurs chercheurs. C'est pas toujours... on est déjà dans la communication, quoi. Donc là, c'est important d'avoir des avis indépendants. Ne pas diffuser les résultats d'études non publiées dans les revues scientifiques internationales. Ne pas se laisser dicter les sujets par les sorties de livres. En cas de doute, toujours croiser les avis de plusieurs. Et donc, les bonnes questions à se poser, si on vous raconte une hypothèse qui paraît assez incroyable, déjà, est-ce qu'on pourrait prouver que c'est faux? Est-ce que c'est réfutable? Quelles sont les données? Demandez aux gens, montrez-moi les données qui viennent à l'appui de ce que vous affirmez. On ne doit pas accepter les affirmations en l'air. Si c'est sur des êtres humains, ben, quelle est la population? Quelle est la représentativité de cette population? Est-ce que ces données, elles sont objectives? Est-ce qu'elles sont fiables? Est-ce qu'elles sont reproductibles? Est-ce que les résultats ont été répliqués? Est-ce que les mêmes résultats pourraient être expliqués par une autre hypothèse? Je vous laisse la salle. Et puis, quelle est la condition contrôle? Quelle est la base de comparaison? Savoir que juste un groupe de patients aguerris, ça ne suffit pas. Il faut savoir par rapport à quoi. Et puis, se demander toujours, est-ce que je suis en face d'une preuve d'un lien de causalité ou est-ce que c'est juste une simple corrélation et comment est-ce qu'on pourrait faire la différence? Et donc, voilà, finalement, quel est le niveau de preuve de ce qu'on est en train de m'affirmer? Et donc, se retenir ce petit slogan, plus l'affirmation est extraordinaire et plus les preuves qu'on doit réclamer pour la croire doivent être extraordinaires. Et souvent, ça ne marche pas. Souvent, les affirmations extraordinaires, derrière, le niveau de preuve est assez lamentable. Donc là, normalement, on doit là-dessus. Donc, c'est à qui de prouver? Ben, en fait, la charge de la preuve, c'est toujours à celui qui affirme, finalement. Ce n'est pas à celui qui dit bah, non, on n'est pas sûr. Alors, évidemment, les gens qui affirment des choses qui ne sont pas prouvées, ils disent « Ah oui, la science ne l'a pas encore prouvé, mais c'est parce que la science, elle est en retard. » Mais bon, c'est facile de dire « Ah oui, la science va bien un jour prouver que j'ai raison. » Mais bon, au jour d'aujourd'hui, si ce n'est pas prouvé, il n'y a pas de raison d'en parler. Alors évidemment, il faut être ouvert aux idées nouvelles, parce que ce qu'on ne sait pas aujourd'hui, on pourrait l'être demain. Mais bon, ça ne veut pas dire qu'être ouvert aux idées nouvelles, c'est être prêt à gober toute nouvelle idée sans preuve. Être ouvert aux idées nouvelles, ça veut dire être ouvert au fait de changer d'opinion si des nouvelles preuves arrivent. Mais encore faut-il que les preuves soient convaincantes. Bon, ça je l'ai dit. Je vous mets cette dernière diapo en me disant, je sais que vous allez partir en presse quotidienne régionale cet été. La presse quotidienne régionale n'est pas particulièrement connue pour la force de ses services de journalisme scientifique. Enfin, souvent, ils n'en ont pas. Mais malgré tout, ils traitent quand même des sujets qui sont par essence scientifiques. Et donc, c'est des devoirs entre guillemets, hein, vous n'avez rien à faire, mais gardez ces questions en tête. Ce n'est pas inintéressant quand vous serez sur le terrain, où voilà, vous allez observer comment fonctionnent ces rédactions. De vous dire, ok, est-ce qu'il y a un journaliste scientifique? Probablement pas. Qui est-ce qui traite les sujets éducation, psychologie, santé, bien-être, environnement? Comment est formée cette personne? Comment est-ce que les sujets sont choisis? Est-ce que c'est juste qu'il faut parler des nouveaux livres qui sortent? Quelles sont les connaissances des journalistes qui traitent de ces sujets? Est-ce qu'ils savent comment fonctionne la science? Est-ce qu'ils savent comment on identifie les experts? Est-ce que les affirmations sont vérifiées auprès d'experts? Comment est-ce qu'ils sont choisis, ces experts? Est-ce que vous arrivez à détecter des faux experts, etc. Est-ce que vous voyez des informations scientifiques qui n'auraient pas dû être diffusées? Et finalement, à la fin, est-ce que les erreurs qui ont été diffusées, est-ce qu'elles sont corrigées? Donc, vous voyez, la PQR, ça peut être un bon terrain d'observation pour tout ce que je vous ai dit, finalement, ce soir. Vous n'allez pas révolutionner la PQR, mais voilà, vous allez pouvoir observer à votre niveau si, finalement, tout ce dont je vous ai parlé, tous ces mécanismes, tous ces biais, tous ces problèmes, finalement, vous arrivez, en fait, à les voir, à les dépister au jour le jour. Voilà. Et si ce sujet vous intéresse, il est abordé en long, en large, en travers sur mon blog que vous pourrez aller consulter à tête reposée. Et puis je vais aussi transmettre mes diapos si ça vous intéresse. Voilà.